OK, hey mate, Oui. on parle d'un grand homme du cinéma. Un gentil monsieur, Une belle sympathique. Une belle bête. Oui, Paul Verhoeven. J'ai pas... Ouais. Comment on le prononce, Ok. j'ai aucune idée. Moi, je vais dire Verhoeven, mais... Ça va être ça tout le long. OK. Je m'étais dit, je vais faire des recherches, voir dans les entrevues, mais je pense que c'est ça, là. C'est même que ça s'écrit. J'ai entendu Verhoeven, quelque chose de même, mais Ok. bon. On s'excuse à l'avance à sa famille et à tous les Néerlandais qui nous écoutent. Ils sont nombreux. Donc, c'est un réalisateur que tu m'as proposé, mate. Oui. Je le connaissais de nom. J'avais pas tant vu ses films que ça. Je me rends compte que ça a été une première parce que on a parcouru sa filmographie tous les deux là, dans les dernières semaines. J'ai eu le même constat, en fait, parce que c'est un nom connu quand même dans le milieu du cinéma, puis je me rends compte que presque 20 films quand même. Là, Ouais, 17. 17 films, donc, puis moi non plus, j'en avais peut-être même pas vu la moitié, je pense. Donc, ça a été vraiment un plaisir là, de découvrir son œuvre hollandaise, si on veut, donc ses premiers films, puis même ses derniers films, parce qu'il est tournant des années 2000, il est disparu complètement d'Hollywood. Ouais. Donc, non, ça a vraiment été... Il est quand même très actif à 80 et ish, là. Ouais, il approche, je pense, presque 83, 84, là, quelque chose comme ça. Il est en juillet. Ouais. Oh. Évidemment que tu connais sa date de fête. Je connais toutes les dates, Oui. même des réalisateurs étrangers. On va rassurez-vous, si vous nous écoutez, on va parler en majorité des films américains. Parce que là, on va nommer quelques noms bientôt. Vous allez voir, c'est des films très connus de la culture populaire, on pourrait même dire. Mais on va quand même parcourir ses premiers hollandais comme ses plus récents européens en général, français, qui valent vraiment la peine. Il y en a d'autres un peu moins, mais il y en a là-dedans, c'est des bijoux, puis on les connaît juste pas ou moins, étant donné qu'ils sont dans une autre langue, il y a moins de distribution, etc. là. Ouais, puis il y a quand même très peu de mauvais films. Là. Ouais. Il y a quand même une très bonne moyenne au bâton, dans le sens où il y a peut-être 2 ou 3 de ces films là, qui sont vraiment comme... Peut-être pas des flops, mais qui sont un peu moins forts. Mais pour le reste, là... Ouais, il y a des flops à l'époque au box-office, mais qui, avec le temps, Exact. ça a changé. Effectivement, il y a peut-être un petit culte là, qui se forme. Là. Il y a certains de ces films, là, on en parlera, mais Showgirls, Starship Troopers, qui ont vraiment comme un gros... beaucoup de monde qui ont fini par adorer ces films-là, même si au départ, ils étaient vraiment pas bien accueillis. Là. Donc, non, c'est vraiment... D'ailleurs, on me disait qu'il est toujours actif. Et il y avait un film en 2021, on va en parler à toute fin, mais Benedetta, qui était à Cannes. Ouais. Il n'est pas allé à Cannes souvent. C'est pas quelqu'un des grandes occasions, des grandes cérémonies, mais il est toujours là. Il est toujours apprécié. Les gens, en majorité, aiment travailler avec lui. Il y a beaucoup de collaborateurs aussi récurrents, autant dans les acteurs que dans les scénaristes, les producteurs, directeurs photo et tout. Donc, une petite bio rapidos, on l'a mentionné. Bon, il est né à Amsterdam, près d'Amsterdam ou à Amsterdam? Dans ce coin-là, oui. Ouais, en 1938. Il a grandi sous les bombes, là, il a grandi sous l'occupation nazie, donc puis je pense que ça va l'habiter dans beaucoup de ses films quand même, là, soit des films sur la Deuxième Guerre, il en a fait, mais bon, c'est ça. Mais il dit quand même que malgré tout ça, il garde un bon souvenir là, de son enfance. Il racontait en entrevue, là, c'est que il a réussi à tourner quelque chose de terrible, c'est-à-dire son enfance pendant la guerre, dans quelque chose qu'il en garde des bons souvenirs. Donc, puis je faisais un parallèle, on pourrait faire un parallèle avec ses films, il prend souvent quelque chose de terrible, mais il en fait quelque chose de divertissant, il en fait quelque chose d'amusant presque, de plaisant même à regarder. Donc, c'est ça, il y avait un petit parallèle, je pense, à faire là, avec ses films, son enfance, si on veut, qui a été marquante, là, clairement. Ben oui, il y avait des maisons qui explosaient, il y avait ses parents ont failli se faire tuer aussi, mais lui, il voyait avec des yeux d'enfant, fait que tu sais, je pense ça n'a pas été un drame pour lui, mais puis c'est bon qu'il ait transposé ça aussi dans ses films par la suite. Il est allé dans la marine. Oui, c'est là qu'il a fait ses premières courts-métrages. Faire un jeu de mots, ses premières armes. Donc premier court-métrage là, dans la marine, dans l'armée. Il a filmé vraiment, c'est ça, les déploiements de l'armée néerlandaise. Donc, il dit que ça lui a beaucoup servi d'ailleurs pour ses films de guerre parce que il a pu voir
voir à quoi ça ressemblait pour vrai. Ouais. Mais ça l'a pas empêché non plus de poursuivre ses études. Là. Donc, il est très scolarisé. Hein? Oui, exact. Pour un réalisateur. PhD en maths et en physique. Donc, c'est justement pas dans les domaines artistiques. Non, exact. Puis, tu sais, je sais pas, là, je me serais attendu à ce que ça se ressente dans ces films, mais j'ai pas le sentiment que la science-fiction, j'imagine, j'avoue, pas pour rien. Non, effectivement. Il s'est mis en enfer aux États seulement, par contre. Effectivement, oui. Il dit lui-même ouvertement, c'est pas un style, un genre qui l'attire tant que ça. Non, c'est ça. C'est vraiment, il est tombé dans cette chaise-là en arrivant aux États-Unis, mais puis il a gardé quand même un bon petit bout. Mais non, c'est ça, fait que je sais pas, je ressens pas le mathématicien, je sais pas. On dirait qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont justement dans le milieu du cinéma par erreur là, dans ces années-là, étant donné que ça ne s'apprenait pas autant qu'aujourd'hui. Exact. Il y avait moins d'écoles de cinéma. Fait que tu connaissais pas ça, mais à un moment donné, tu tombais là-dedans. Donc, il a fait des débuts en télé un petit peu. Ouais. C'est là qu'il a rencontré Rutger Hauer. Ça va être encore plus dur. Hauer, je sais pas. Hauer, oui. L'appeler Hauer. Oui, dans le fond, c'est ça. Il a son premier rôle, je pense, à la télévision, là, une série télé qui s'appelait Floris, là, que les deux, c'était vraiment leur premier contact avec le médium, là, le vrai cinéma, si on veut. Là. Donc, puis ça a été une histoire qui va durer quand même pas loin de 20 ans là, entre les deux. Oui, même si ça s'est mal terminé. Puis je viens de le mentionner, c'est qui, si vous le replacez pas, c'est Roy Batty dans Blade Runner. Donc, le vilain. Dans Blade Runner, c'est Hobo with a Shotgun aussi, en fin de carrière. Mais il va jouer plusieurs... Tu sais, il y a une phase de vilain quand même. Là. Il y a une gueule qui dégage quelque chose. Donc, il va jouer plusieurs vilains là, dans sa carrière. Mais beaucoup le héros dans les films de Verhoeven. Exact. Bien, parlant des collaborateurs, on a le bon vieux Jan de Bont. Oui. Ça nous fait bien rire parce que c'est un réalisateur, mais à la base, c'était le directeur photo des premiers films de Paul Verhoeven. Et par la suite, il s'est fait connaître comme réalisateur pour des films comme Speed, Twister, Lara Croft, Tomb Raider. Des films très connus quand même. Ben oui, pas toujours bon égal. Non, c'est pas des grands films, mais... Speed 2 aussi. Il n'en a pas fait beaucoup. Non. Mais tu sais, quand tu vois une filmographie intégrale, moi, c'est vraiment en 17 jours, c'est appelé les 17 films. Donc, tu remarques le générique, tu vois des noms revenir, puis là, tu t'y intéresses, puis tu fais « OK, c'est lui, c'est drôle ». Et Gérard Stoutman, qui est son scénariste aussi pour plusieurs films. Qui a scénarisé presque, je crois, tous ses films hollandais là, dans sa première période, puis il est revenu par après. Là, donc, puis même à Hollywood, il a collaboré avec souvent les mêmes scénaristes. Donc, oui, exact. Puis, dans le fond, Paul Verhoeven, lui, il n'a pas beaucoup écrit. Il a co-écrit par moment, mais c'est assez rare. Un peu comme Hitchcock. Là, c'est ça. En entrevue, là, il dit justement qu'il s'inspire beaucoup d'Hitchcock dans le sens où Hitchcock a probablement participé à tous les scénarios, c'est-à-dire des petits script édition. Exact. Là, donc, puis Verhoeven, c'est ça, il prétend pas dire genre, ben là, j'ai changé une phrase dans le film, mets mon nom comme scénariste. Là. Il apparaît même pas dans les génériques. Non, exact. Donc, à part peut-être 2 ou 3, quelques films, là, mais non, c'est ça. Mais il participe quand même, peut-être pas activement, là, mais au développement du scénario dans la plupart des cas. Mais effectivement, là, c'est ça. Son nom est rarement au générique en tant que scénariste. Oui. Tu sais, mettons, pour le présenter un peu plus, là, son œuvre, je sais pas comment tu le décrirais, je m'étais mis quelques notes, je m'étais dit, bon, c'est le réalisateur de l'excès. Tu sais, c'est assez évident, l'exagération, tout est over the top. C'est très divertissant et il y a quand même 3 pôles assez importantes aussi comme thèmes, 3 thèmes qui reviennent souvent, soit la violence, le sexe et la religion. Oui, lui, il considère carrément que c'est les 3 principaux éléments de la vie. Là, c'est comme, OK, t'as le droit. Oui, effectivement. Donc, effectivement, et ces 3 thèmes-là, le sexe, la violence, la religion, vont revenir souvent les 3, des fois juste un, mais souvent 2 même. Là, souvent 2. Souvent, c'est peut-être pas les 3, mais vont venir généralement dans pratiquement tous ses films, même son dernier qui est littéralement juste ça. Là, juste la religion. Là. Donc, puis le sexe. C'est ça. Puis, une scène de violence. Donc, il n'échappe pas. Non. Mais sinon, y avait-tu d'autres choses que comment l'expliquer sans rentrer dans ses films? T'sais? Ben, moi, je le considère comme un anticonformiste, c'est-à-dire que
il fait les choses, t'en as glissé un mot, il fait vraiment les choses à sa manière. Ouais. Aucun compromis. Puis ça y a peut-être fermé des portes au final. Là, il y a eu des bonnes lancées puis il a fait ses films, il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Là, il se fait barrer la porte dans son pays natal. Il s'en va aux États-Unis, fait exactement ce qu'il veut faire. Revient. Se fait fermer la porte finalement. Il revient. Bref, c'est ça. Fait que moi, je le considère vraiment, c'est ça. Il a pas l'air de quelqu'un qui se prend au sérieux non plus. Là. Il a pas l'air, c'est ça. Il fait du bon divertissement. Et il y a souvent un deuxième degré dans ses films. Il y a souvent, oui, donc, très important. c'est ça que j'avais aucune idée. Je t'ai proposé Verhoeven de même, mais... J'avais aucune idée la vraie raison derrière ou la vraie signification de ces films, mais il y a quand même souvent un deuxième degré, un second degré là, qui est le fun à aller creuser et à regarder qu'est-ce qu'il veut dire vraiment par ce film-là. C'est peut-être à cause de ça aussi qu'avec la critique, ça a plus ou moins marché parce qu'il y en a qui l'ont pris trop au pied de la lettre et ça a fait beaucoup de controverses. On dit que c'est un réalisateur provocateur. Oui, peut-être, mais tu sais, pas. Il veut dire bien des affaires. Il est beaucoup dans la satire aussi, notamment aux États-Unis. Oui, puis tu sais, ce mot-là, provocateur, revient souvent, mais. C'est pas gratuit non plus. Non, c'est ça. Il y a tout le temps une raison. Tu sais, je sais pas, je sais pas, là, il va filmer une scène de meurtre. Il va le montrer comme ça se passerait. Il va nous montrer les vraies images. Tu sais, il est pas dans le genre, je vais mettre plein de sang partout, je vais mettre genre, tu sais. Il y a souvent une bonne raison de le faire. Donc, moi, provocateur, bon, je l'entends, mais non, c'est pas un défaut. On dit souvent qu'il est un cinéaste de la vérité, dans un sens, même si, bon, il y a de l'exagération. C'est très réaliste quand même. C'est réaliste, c'est ça exactement. C'est quelqu'un qui se fait décapiter, tu vas le voir tel quel, quelqu'un qui fait une scène de sexe, tu vas la voir tel quel. C'est ça, il va juste mettre la caméra, tu sais, c'est ça. Il va nous montrer pas de censure. Ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Tu sais, Donc, énormément de nudité. On peut rentrer dans sa première phase. On va essayer d'aller vite, évidemment, parce que le core de l'épisode, ça va être ces films américains. Mais il y en a quand même fait, 5, 6, 7. Il y en a 6 officiels. 6,5, mettons. 6,5, c'est ça. Parce que son 7e, en fait, c'est comme une production américaine. Mais comme une transition entre l'Europe et... Exactement, et les États-Unis. Donc, son premier film, c'est Business is Business en 71, pour vous situer un peu dans le temps. Ça parle des prostituées. Donc, on est vraiment Red Light. Amsterdam. Exact. Et ensuite, Turkish Delight en 73. Et il a été très constant, c'est fou, hein, aux 2-3 ans. Jusqu'à temps qu'il y ait un petit creux dans les années 2000. Mais il chôme pas, ce gars-là. C'est hallucinant. Donc, Turkish Delight, qui est peut-être son premier vrai succès. D'ailleurs, t'en as apporté. Ben, tu sais. C'est un dessert. On n'a jamais goûté ça. Je savais, J'avais déjà entendu ça. Exact. J'ai jamais goûté un Turkish Delight. J'étais à la friterie hier, il y en avait juste à côté de la caisse. Je me disais, là, j'ai pas le choix. C'est dans la thématique. On fera une dégustation. On va se faire une. On vous mangera pas ça au micro. Ça pogne des dents, je pense. Mais sinon, c'est ça, Turkish Delight, qui est souvent considéré comme le plus grand film néerlandais du siècle, dans le fond. Oui, exact. Juste devant un autre de ses films. Oui, exact. Donc, ça reste un réalisateur national, donc un réalisateur des Pays-Bas qui est probablement le plus... Aux Pays-Bas, il y en a d'autres, mais j'en avais noté un. Tu sais, des réalisateurs néerlandais connus. Ça, je l'ai noté quelque part. Là, son nom ne me vient pas, mais je vais le retrouver éventuellement. Mais c'est ça, c'est un pays qu'on ne connaît pas tant leur cinéma. Non, c'est ça. Mais Verhoeven a contribué énormément à le faire connaître à l'extérieur du pays dans les années 70. Qui est excuse-moi, un cinéma qui est décomplexé quand même. Là, à l'image de Verhoeven, puis on parle de son premier film en 71 sur 2 prostituées qui accueillent des hommes à la maison, peu importe. Qui ont des fantasmes vraiment des fétiches absurdes, incroyables. Là. Donc, qui n'est pas un très grand film, mais il y a quand même des bons moments. Là, mais non, c'est ça. Donc, c'est un cinéma qui est vraiment... on dirait qu'il est né dans le bon pays. Là. Je sais pas si... pour que ça soit accepté. Oui, exact. Il vient dans quelque part. Là. C'est peut-être en fonction de ce qu'il a consommé. Je sais pas si les Pays-Bas sont plus libres sexuellement dans leur culture. C'est un pays progressiste quand même. Là. C'est ça. Non, c'est clair. C'est pas pour clairement un lien. Donc, il a reçu une nomination aux Oscars aussi pour film en langue étrangère. Parfait. Puis c'est une adaptation aussi d'un roman. Bref, ça vous rend la peine celui-là, mais c'est pas le premier que je vous conseille.
Vraiment pas. Ensuite, il a fait Cathy Tipple en 75, un film historique. Il en a fait quelques-uns. Hein. Là, on est 19e siècle. Donc, prostituée aussi, qui va monter les échelons. Ça revient souvent, ça, quand même. Quelqu'un qui part d'en bas, là, soit de la pauvreté ou de quelque chose, puis là, vraiment, qui est comme un espèce de scénario hollywoodien. Oui, peut-être, mais trash. Oui, trash, effectivement. Mais oui, la courbe là, du personnage, là, on voit ça souvent. Absolument, parce que, puis là, on pourra faire des liens, mais le concept de résistance, le concept de combattre l'oppresseur ou de monter dans les échelons, ça revient souvent là, dans sa carrière. Donc, mais ce film-là, je pense que c'est un film comme inachevé un peu. Là, il était insatisfait. C'est ça. Il dit que c'est le seul qui voudrait refaire. OK. Pas le seul qui est pas satisfait, parce qu'il y en a d'autres, mais celui qui n'est pas allé jusqu'au bout de où est-ce qu'il voulait aller. Ouais, je me rappelle que mon intérêt, pour moi, là, qui n'est pas vraiment un fan de ce genre de film-là, de l'époque et tout, j'ai pogné vraiment de l'intérêt vers la fin. C'est ça. Parce qu'on dirait vraiment que là, ça va être intéressant. Exact. Puis là, bang, ça finit. Fait qu'il manque, c'est ça, il manque 1 heure là, au film, d'après moi. Mais je pense que c'est une question de budget. Puis, il y a ça. En 77, Soldier of Orange. Vraiment un bon film. Film de guerre, d'abord, la Deuxième Guerre mondiale, qui va en reparler plus tard dans sa carrière, là, mais c'est la première fois qu'il le fait avec Rutger Hauer, Jeroen Krabbe. Je nomme des noms, on ne les connaît pas, mais lui, c'est un de ses acteurs fétiches. Qui vont revenir les deux, c'est ça. C'est les deux qui reviennent le plus souvent ou presque. Oui. Nomination Golden Globe pour meilleur film étranger. C'est celui-là, le deuxième film le plus célèbre, des Pays-Bas du 20e siècle. Qui est vraiment bon. Un film de guerre là, ultra divertissant. Il se passe toujours quelque chose. Oui, c'est ça. C'est carrément un film presque hollywoodien. Ah oui. Avec moins de moyens, évidemment, là, mais vraiment, là, c'est un super divertissement. L'occupation, la résistance, de l'espionnage. Oui, t'as de tout. Puis ça va lui apporter les félicitations de Spielberg. C'est vrai. Donc là, on est en 77. Puis là, il se fait approcher pour filmer un Star Wars. Est-tu vraiment fait approcher ou il a été considéré? Il a été considéré, probablement. Là, j'imagine qu'il y a une nuance entre être approché. Puis, mais il y a eu des pourparlers. Puis finalement, sort son autre film, son prochain film, Spitters, en 80. Il a scrappé ses chances. Et là, la porte se referme parce que... c'est pas le film le plus hollywoodien. Non. Non, c'est ça. Je vais te laisser continuer d'en parler. C'est un coming of age, en fait. C'est ça. C'est l'histoire de trois hommes qui sont adeptes de motocross, 3 amis là, qui rencontrent une fille qui est la vendeuse de patates frites, du stand de patates frites, où est-ce qu'ils font de la course de motocross. Puis là, bon, c'est ça. C'est vraiment un jeu, une compétition peut-être entre les trois. Là, où est-ce que... Très macho. Hein, c'est très exact. Masculinité toxique. On ne disait pas ça à l'époque. Jusqu'au point où est-ce qu'à un moment donné, il y a une scène justement où est-ce qu'ils se baissent les trois les pantalons puis ils mesurent leur graine pour savoir c'est qui va aller avec la fille. Là, fait que, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais puis ce scénario-là a été refusé là, quand ils l'ont soumis là, pour le financement. Il a été refusé. Fait que là, ils ont été obligés de faire des changements au scénario. Ils le resoumettent. Accepté. Finalement, il filme l'original. Pour vrai? Oui. OK. Fait que... non, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je dis il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... il fait ce qu'il veut. Il va au bout de son idée. C'est peut-être ça qui a fermé les portes, en fait. Tu sais, c'est clairement... Oui. Ça n'a pas aidé. Il n'y a plus eu de subvention après. Là. En tout cas, ça a été très difficile. Oui, vraiment. Puis celui-là aussi est intéressant parce que c'est peut-être le premier, mais qui aborde l'homosexualité. Exact. Ça revient souvent, la bisexualité, homosexualité dans ces films. Je rappelle qu'on est là, on est en 80. Puis c'est refoulé aussi. Mais c'est vraiment intéressant pour cet aspect-là particulièrement. Oui, puis c'est ça. Puis en fait, le film a vraiment été même très mal accueilli aux Pays-Bas. Tellement qu'il y a eu un groupe qui s'est formé, un groupe anti-Spitters qui s'est formé. Okay. Puis on tentait d'empêcher le monde d'aller au cinéma ou on tentait vraiment de faire flopper le film. Ah ouais. Probablement que ça a fonctionné, là, parce que en même temps, c'est compréhensible parce que, tu sais, bon... il y a de la misogynie à fond dans ce film-là. La fille, tout ce qu'elle fait, c'est coucher avec les gars. Là, elle fait pas grand-chose d'autre. Il y a un gars qui est handicapé dans le film, qui est
il finit par se suicider. Donc, t'es comme, le commande, là. Puis, tu sais, ça, c'est le plus trash, là. Il n'y a pas un viol? Ben, c'est ça. Il y a un gars qui se fait violer par d'autres gars. Puis là, paf, il devient homosexuel. Il comprend qu'il est homosexuel parce qu'il vient de se faire violer par des... Fait que, tu sais, les critiques viennent pas de nulle part non plus. Non. Fait que c'est ça. C'est plus provocateur. Ben, là, on est peut-être dans la provocation, là. Ou dans la maladroitesse. Ouais, peut-être. Non, peut-être. C'est pour ce film-là qu'il y avait des gens qui spoilaient la fin. Exact, c'est ça. Ouais, c'est ça fait partie de ce groupe-là là, qui... T'imagines? C'est drôle. C'est pas un film à punch, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Ensuite, en 83, The Fourth Man, son premier thriller, tout simplement, parce qu'il en a fait pas tant. Moi, c'est parmi mes préférés. C'est un style que j'affectionne particulièrement. Là, on est dans quelque chose qui ressemble énormément à Cronenberg. Oui. Parce que c'est assez frappant, de la même époque. Thriller érotique, il faut dire aussi. Cronenberg est plus vers l'horreur. Ouais, mais Cronenberg va revenir souvent dans les comparaisons. Ouais, dans les comparaisons, puis même dans les projets sur lesquels Verhoeven a travaillé. Cronenberg, il y a souvent des projets qu'il a abandonnés. Là, on en reparlera. Fait que je pense que Verhoeven peut remercier Cronenberg. Sûrement. Mais non, c'est ça. Le ton de ce film-là, Le Quatrième Homme, il n'y a rien de sérieux, encore une fois. Là, c'est vraiment... Là, il y a beaucoup d'hallucinations ou de rêves éveillés ou de trucs comme ça. Puis sont un peu creepy. Puis tu vois déjà... là. Que c'est pas pris au sérieux avec l'œil qui sort de la porte. Ça, c'est qui est très Cronenberg, justement. C'est ça, là, qui est très dans l'époque aussi, années 80. Là. Ça arrive souvent aussi, on peut faire des liens entre un film de sa période néerlandaise puis un film de sa période américaine. Donc, tu sais, Le Quatrième Homme, c'est peut-être l'ancêtre de Basic Instinct, là, dans le sens où c'est un bon thriller érotique. Il y a une femme fatale qui... Il y a une arme pointue dans les deux. Oui, exact. Donc, on dirait qu'il rodait. C'est ça, il se pratiquait. Son prochain, c'est Flesh and Blood. Moi, je suis d'un point de vue de prof d'histoire, tu me connais. Là, je suis content de voir un film sur le Moyen-Âge qui est trash, là, parce que souvent, on va romancer cette période-là. Énormément, Lui-même le dit, Verhoeven, c'est comme... Je voulais un film... le Moyen-Âge, j'ai la citation, là, c'est une époque cruelle, impudique, dangereuse et infecte. Donc, je pense que c'est les 3 meilleurs qualificatifs pour son film. Là. Cruel, impudique, infect. Là, je pense que ça serait 3 bons termes pour qualifier ce film-là. Oui, on parle pas vraiment de conflit comme historique. On parle vraiment de la gang qui s'est formée là-dedans, puis comment c'est incestueux entre eux autres. C'est une gang de mercenaires là, qui tentent justement eux autres aussi d'améliorer leur sort, peut-être d'améliorer leurs conditions. Finalement, une trahison. Fait que là, ils vont kidnapper la fille d'un riche seigneur. Là, ils vont s'enfermer dans un château, ils vont prendre possession. Ils vont prendre possession du château. Et là, c'est la fête, là, mais c'est trash. Oui, vraiment. Toi, tu l'as beaucoup Moi, ça a été la première fois que j'ai écouté ce film-là, j'ai adoré. Je pense qu'il y a des gens qui détestent, évidemment. Il y en a qui capotent. C'est ça, Moi, je suis vraiment entre les deux. Là. Il y a des gens aussi qui sont entre les deux, mais je l'aime plus que je le déteste. Mais j'aime que ça soit pas romancé, justement. J'aime qu'il soit vraiment quand même difficile à regarder. Là. Puis Rutger Hauer, pour vrai, c'est son rôle pour moi. On parle de Blade Runner, là, mais j'adore cet homme-là dans ce rôle-là. Je trouve qu'il joue un excellent vilain. Oui, tout à fait. Un vilain qui est un peu notre héros aussi, là, qui est la personne qu'on c'est ça. Il y a comme une ambivalence. Ça arrive souvent aussi dans son cinéma. Exact, on est comme du côté des méchants, mais on le sait pendant le film. On fait finalement, c'est pas des bonnes personnes, mais c'est eux qui nous forcent à s'attacher. C'est comme si au milieu du film, tu comprends, finalement, je l'aime plus. C'est ça. Mais t'es pogné avec. Non, exact. Mais puis Flesh and Blood, c'est pas mal le titre le plus Verhoeven-esque qui existe. Là, la chair et le sang, c'est vraiment soit la chair du sexe ou de la violence, peu importe. Là, donc, j'aime le choix du titre. Mais là, c'est ça, comme on disait en entrée de jeu, le film a été un échec là, commercial dans le sens où il n'a pas su plaire au public américain parce que c'était ça le but. C'était destiné au public américain, ce film-là. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est que c'est un film tourné en Europe, fait par des Européens,
C'est pas parce que tu as une actrice. Jennifer Jason Leigh. Jennifer Jason Leigh. C'est pas parce que tu as une actrice américaine que ça va fonctionner aux États-Unis. T'as pas une star, là? Non, exact. Donc, qui est quand même bonne dans le film. Oui, mais à l'époque, elle était jeune. C'est ça. Elle avait fait un film ou deux. Oui, non, c'est ça. Donc, ça lui fait comme comprendre que, OK, si je veux vraiment percer aux États-Unis, parce que c'était sa tentative de percer aux États-Unis, parce que c'était de plus en plus difficile dans son propre pays. Ouais. Donc, si je veux vraiment percer aux États, faut que j'aille m'installer aux États. Et donc, 1985, ça marque justement la coupure. Ça, c'était le film de transition. Et là, il va aller s'installer aux États-Unis après ça parce qu'il comprend qu'il faut qu'il devienne américain pour faire un bon film américain. Oui, et ça nous amène à Robocop. 1987, qui est son film le plus connu, je pense. Il y en a plein, mais c'est celui qui est resté, qui est marqué, qui fait pas nécessairement l'unanimité, mais il y a un gros fanbase de ce film-là. Il faut le regarder attentivement. Faut pas le juger trop vite. Mais c'est ça me surprend qu'il y ait autant de succès, en fait, ce film-là. C'est un bon film, mais c'est peut-être pas un grand film, mais il y a vraiment des choses intéressantes peut-être à analyser ou sur lesquelles réfléchir dans ce film-là. Mais au final, ça reste un bon divertissement. T'sais, on est quand même à la fin des années 80, en 87. Il y a eu Terminator. On est dans la période des Prédateurs, de Die Hard qui va sortir bientôt. On est là c'est vraiment des bons films d'action, des bons divertissements, ben des guns, ben des balles qui... mais il y a quand même une petite touche Verhoeven. C'est vrai que le synopsis, un peu, parce que moi, je l'avais jamais vu, même si c'est super connu. Fait qu'il doit en avoir qui nous écoutent, qui l'ont jamais vu. Donc, le film sorti en 87, mais ça se passe à Détroit, peut-être à peu près 10-15 ans plus tard, donc au tournant du 20e siècle. 21e. 21e, pardon. La police de Détroit est contrôlée par une compagnie privée, donc qui est le OCP, et qui, elle, développe et s'occupe du corps policier. Et là, on va suivre au début du film le policier Murphy, qui va être assez rapidement, très violemment assassiné par un... Non, ça prend pas de temps. Très rapidement assassiné par une bande de criminels. Fait que, et là, cette compagnie-là qui s'occupe de la police est en train de développer un prototype de policier. Ils présentent d'ailleurs des prototypes robots qui sont énormes, là, qui sont les ED-209. Là. Mais ils ont un autre projet qui est une espèce de mi-homme, mi-robot. Donc, ils vont prendre le Murphy, le policier qui est mort, ils vont le transformer en un policier mi-homme, mi-robot qui s'appelle Robocop. Meilleur titre quand il y pense. Pour vrai, c'est exactement ça, là, un Robocop. Et donc, un policier robot qui a une allure humaine et qui va débarrasser Détroit de la vermine, littéralement. Donc, il va juste, pendant 1h30, peut-être pas 1h30, là, mais pendant au moins 1 heure, là, se promener dans Détroit puis comme résoudre des crimes. Résoudre, on s'entend là, par la violence. Exact. Et se rebeller contre les hauts dirigeants de la compagnie parce que il y a des choses pas nettes qui se passent là. C'est comme un film en 3 actes assez précis. Ça commence par Cop, après ça, tu as Robot, puis ça finit par Robocop. Exact, c'est bon. Si on veut simplifier un peu, parce qu'on a Murphy, le personnage humain, qui... tant bien que mal de résoudre un peu le crime à Détroit. Et ensuite, là, il se fait transformer, donc il est en mi-homme et robot, mais il est très robot encore. Il est surtout robot, en fait, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Non, c'est ça. Il arrive dans un dépanneur, clac, il fait tirer partout, puis il y a une petite catchphrase, puis il s'en va. Il n'est pas humain, zéro. C'est ce que je reproche au film. Tu sais, moi, je lisais justement soit des critiques ou comme quoi, c'est un bon héros, etc., mais j'ai vraiment de la misère. C'est pour ça que je suis surpris que le film est autant pogné, c'est que il n'y a aucun appeal, là, Robocop. Il est froid, il n'y a aucune émotion. Il essaie de mettre des bribes de souvenirs, là, des rappels de son ancienne vie, mais je trouve que ça marche pas, ça fonctionne pas. Mais je pense que c'est voulu parce que vers la fin, là, la dernière phrase, on spoil, mais on spoil pas. Là, il fait juste dire I'm Murphy. Là. Tu vois que là, il est rendu un peu plus humanisé parce qu'il va vivre un autre down là, aux 2/3 du film là, juste avant le dernier acte, qui va le rendre un peu plus humain. Il essaie de l'humaniser. Là, l'affaire la plus weird dans le film, là, c'est
il se nourrit de nourriture pour bébé, là, de purée. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de se nourrir. De toute façon, Murphy, il est mort en théorie. Là. Donc, je ne sais pas, tu sais, comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui ferait de sens. Non, c'est bizarre. Puis je lisais justement qu'ils ont coupé une scène qui, selon moi, aurait pu fitter, c'est-à-dire que pendant qu'il est Robocop, il serait passé en voiture devant son ancienne maison. Et là, comme sa femme, sa femme ou son fils, je me souviens pas trop, là, l'aurait reconnu. Il y aurait comme un petit quelque chose. Je pense que ça aurait peut-être pu contribuer, mais j'imagine que c'était pas nécessaire, puis c'était pas la direction dans laquelle il voulait aller. Là, il voit son fils, à un moment donné aussi, il rentre dans la maison, son fils, il écoute des trucs de guerre. Ouais, c'est ça. Peter Wellers, dans le rôle de Robocop. Il a des maudites belles lèvres. Qui a été choisi pour son bas de visage, c'est ça qu'on voit. Ouais, parce que Arnold avait été considéré, mais il paraît qu'il était trop gros pour le costume. Là, il n'aurait pas fité. Là. Non. Nancy Allen, qui joue sa collègue policière, qui est, je sais pas si c'était à cette époque-là, mais la femme de Palma. Ouais, elle joue dans ses films. Ouais, exact. Donc, je sais pas s'ils étaient ensemble à ce moment-là. Qui est un rôle féminin fort, quand même. Qui est pas le principal, mais est très importante. Très importante. Puis, on peut souligner aussi que c'est vraiment un choix intéressant de ne pas avoir fait de romance entre les deux. Ouais, exact. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant de comme. Tu sais, elle est policière, mais c'est sa collègue, c'est sa partner. Mais non, pas obligé comme. Tous les films, tu sais, donc, ouais. Ah, vraiment? Ouais, non, ça, c'est bien. Puis Kurtwood Smith, qui joue Clarence Boddicker, qui est un vilain, moi, je le trouve tellement bon, là. Il y a tellement une face de vilain, là. Ouais, il y a un nom de vilain aussi. Ouais, il y a un nom de vilain. Son vrai nom et son nom dans le film. Exact. Mais bref, ouais, non. Comme Ironside aussi. Ouais. Au départ, Verhoeven refuse le scénario. Il se fait envoyer ça, puis il refuse. Il raconte qu'il l'a lancé dans la poubelle. Là, je sais pas si c'est vrai, là, mais puis c'est sa femme qui l'aurait. Sa femme est très importante dans sa vie, d'ailleurs. On en parlera peut-être. Un rôle. Rôle pas dans les films en tant que tel, mais dans la pré-prod, je pense, dans la préparation, dans la lecture des scénarios. Dédié à la carrière. Exact. Et ce serait elle qui aurait fini par... Tu sais, lui, après 30 pages, il y en a... Ah non, c'est de la marde, ça, là. Ce qui est logique, parce qu'après 30... T'es Robocop, il arrive à la 40e minute, là, mettons, là, mais bref, c'est elle qui lit qui lit le scénario, puis elle convainc Verhoeven ah non, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment un second degré, il y a un second niveau. Il faut que donne une chance, c'est ta porte d'entrée. Finalement, quel move là. Ça a été vraiment un bon move, mais c'est ça. Parlant de second degré, si on peut y aller rapidement, là, on est dans la période Reagan aux États-Unis. Ouais. La privatisation, là, c'est vraiment un enjeu important. Puis là, on parle de privatisation de la police, mais donc c'est vraiment comme un pied de nez justement là, à cette tendance à tout vouloir privatiser. Exact, ouais. Puis donc c'est une grosse critique peut-être de la droite américaine, de Reagan en tant que tel. Il y a des dangers de la privatisation, là, si on veut. Là, donc, c'est fou que ça vienne d'un Néerlandais. Parce qu'il disait aussi que ça l'avait énormément aidé à critiquer les États-Unis, étant donné qu'il le voit d'un œil extérieur. T'sais. Exact. Mais je sais pas à quel point, là, il vient d'arriver aux États-Unis, je sais pas à quel point, on est quand même en 87, là, je sais pas à quel point s'il est conscient de toutes ces critiques-là. Ou si c'est juste comme un heureux hasard, probablement qu'il est conscient. Là, c'est un érudit, c'est un homme intelligent, là, mais... Bref, non, c'est ça. Fait que toute la corruption, la violence, la militarisation, etc. Donc, c'est vraiment au cœur de ce film-là qui est au-delà du divertissement. Ça reste un très bon, là, une très bonne critique, là, vraiment, là. Oui, très précise. Ouais, puis, très précise. De voir comment les personnages de la police ou les hauts placés, Miguel Ferrer qui joue là-dedans, qui est écœurant, il est sans poudre avec des filles, des prostituées, je sais pas trop, puis lui, il veut juste comme anéantir, mettre ça à zéro, la ville, pour la rebâtir. Les autres, ils s'en foutent complètement. C'est ça. Ils veulent juste le succès de leur compagnie. Là, c'est vraiment le capitalisme là, qui est... Puis, le meilleur exemple de ça, c'est quand le premier prototype de robot, c'est ça, j'allais dire. Qui est genre une machine là, de guerre, là, littéralement. Là. Et qui est faite en stop motion. Ouais, on en reparlera peut-être. Là, ça a mal vieilli, là, mais... et là, il y a un glitch, si on veut, une malfonction. Le gros robot tue un des exécutifs. Ouais, une des personnes dans la compagnie.
Puis là, tout ce que la personne trouve à dire, c'est genre, c'est juste un glitch, là, pas de problème, on va régler ça. Il y a quelqu'un qui meurt. Il a reçu genre 50 balles facile. Là. Et il se fait décapiter. Ouais. Et tu sais, le film est rated R. Ouais. Mais au départ, c'était pas le cas. Fait qu'il fallait qu'il coupe des secondes ici et là pour rentrer dans les standards. Mais c'est déjà trash. J'imagine comment c'était avant les coupures. C'est ça. En fait, c'est trash, mais c'est tellement intense que ça devient presque caricatural. Ben oui. Dans le sens où, tu sais, tu me montres quelqu'un qui se fait tirer genre 40 balles dans le corps là, par un gros robot. À un moment donné, je vais dire, OK, c'est bon, là, c'est drôle. OK, j'ai compris. Là, tu sais, ça enlève peut-être un petit peu le côté là, provocateur ou violent ou peu importe. Ça enlève pas la violence, mais je comprends ça rend ça presque drôle, si on veut. Ben oui. Le over the top est comme c'est pas un qualificatif, mais on va l'utiliser pour là. Dans sa carrière, on va en mettre plus que le client demande pour prouver notre point, pour plein de raisons, mais en même temps, si un robot a un glitch, I guess qu'il va tirer 50 fois. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un film qui emprunte à beaucoup de genres aussi. Tu sais, c'est du sci-fi, de la comédie un petit peu, là, c'est quand même drôle. Un film d'action, évidemment. Moi, je trouvais que ça ressemblait à un western. Ah! Je sais, j'essaie de lire là-dessus, j'ai pas vu ça, mais dans le sens où c'est le new guy in town. Dans le fond, il arrive dans la ville, il va essayer de libérer la ville des criminels. Puis il y a même certaines scènes, quand il rentre dans le dépanneur, je trouvais que ça faisait comme quand tu rentres dans un saloon, mettons, genre les portes presque battantes. Il y a une scène où est-ce qu'ils poursuivent les méchants dans leur... il y a une van, eux autres, les méchants, puis là, ils se tirent dessus. Puis je trouvais que ça faisait comme une diligence avec... Je sais pas, je m'imaginais ça, puis j'avais noté autre chose. C'est une bande de hors-la-loi qui tue des policiers, là, tu sais, fait que... puis là, à un moment donné, il fait tourner son gun sur son... Il y a quand même des références. Ouais, c'est ça, c'est un film le fun. Il y a tout le temps quelque chose. Moi, je l'ai écouté 2 fois là, dans très peu de temps, là, puis j'ai vraiment plus aimé la 2e fois. Là. Ouais, c'est ça, je me suis dit, on dirait plus que je préparais l'émission, plus je l'appréciais comme en retard. J'étais comme, hey, j'ai hâte à la prochaine fois, je vais l'écouter, je pense que je vais plus triper. T'sais. Ouais, là, je m'excuse, j'ai trop de choses à dire. Vas-y. Les infopubs. Ah, ben, qui sont, moi aussi, je me suis noté ça. Verhoeven prétend qu'il est le premier dans l'histoire du cinéma à avoir interrompu un film pour mettre des infopubs. Je sais pas si c'est vrai, là, mais. Je sais pas, mais il l'a fait une couple de fois. Oui, il l'a fait une couple de fois, mais pas dans le sens où on écoute des infopubs. Les personnages écoutent des infopubs, mettons, mais c'est carrément le film qui se met sur pause. Ouais. Entre 2 scènes, mettons, puis là, boum, une infopub, puis ça aussi, ça fait partie de la critique dans le sens où on regarde les nouvelles, puis les nouvelles sont terribles. Mais les médias sont toujours sont très présents dans son œuvre, puis ils sont énormément pastichés. Et oui, comme tu dis, il annonce avec le sourire des tragédies, un peu comme Don't Look Up plus récemment on fait, exact. Mais lui, en 87, il le faisait déjà. Oui, puis ça montre à quel point on est désensibilisé par rapport à la violence. On n'a aucune empathie ou presque. Puis même, il y a des pubs de jeux de société. Nukem, qui est genre Battleship mixé avec Risk, je sais pas trop. C'est genre le jeu le plus violent qui existe. Donc, mais qui est très familial. Ouais, c'est ça. C'est comme le Monopoly de ce monde-là. Là, mais bref, c'est ça. Les sitcoms cheap aussi. I'll buy that for $1. C'est comme tout le monde écoute la même merde tout le temps. Exact, c'est ça. Fait que, non, c'est une belle critique quand même. On parlait de la religion au début. Robocop, souvent, Verhoeven le dit ouvertement lui-même, c'est son Jésus américain. Okay. Dans le sens où c'est une allégorie carrément de la vie de Jésus. Il meurt, il est ressuscité, il renaît. Là, c'est sûr que lui, il dit c'est un Jésus à l'américaine, ça veut dire qu'il va pas tendre l'autre joue, il va juste tout détruire. Bref, à un moment donné, il y a une scène où est-ce qu'il traque et il tue un des hors-la-loi qui l'a... à la station-service. Là, il y a le feu qui part à la station-service. La station-service, c'est un shell. Puis là, dans l'explosion, le shell perd son S. Okay. Fait que ça fait hell. Fait que là, c'est comme... Puis là, c'est tout en feu. Donc, puis là, tu vois Robocop qui s'éloigne du feu. Fait que c'est comme s'il s'éloigne de l'enfer ou des flammes de l'enfer. Donc, c'est quand même le fun. Puis même à la fin du film, ça se passe dans une espèce de crique. Il y a de l'eau, là, tu sais. Puis tu as un bon plan où est-ce que tu vois Robocop qui marche sur l'eau.
Fait que, il y a des petits... C'est ça, c'est le fun à aller lire sur ce film-là. C'est vraiment... Plusieurs couches. Exact. Vraiment cool. Mentionner un nom que je vais nommer une seule fois, mais qui est revenu une couple de fois, c'est Rob Bottin, qui est celui qui a fait tous les effets practical, justement visuel, pas par ordinateur. Donc, il va en faire encore plus dans Total Recall, mais il en a fait, c'est lui qui est responsable pour tous les effets dans The Thing. Ouais. Donc, c'est... Qui était, tu sais, The Thing, c'est 82, je pense, début 80, puis Rob Bottin, il y a genre début vingtaine à cette époque-là. Il y avait 22 ans, 82. Puis son histoire, juste faire une petite parenthèse, là, son histoire est vraiment le fun. Ado, à 14 ans, Bottin, il envoie ses dessins à son idole, qui est un autre espèce de maquilleur / effets spéciaux. Puis il voit ses dessins, le gars, il a 14 ans, il dit « Je t'engage ». Fait qu'il commence sur King Kong en 76, quelque chose de même. Là. Il va travailler sur Star Wars en 77. Là, 80, tu vois, là, il est même pas majeur à cette époque-là. Donc, en 82, début vingtaine, fait... un des plus gros films. La chose, là, la bébite est incroyable. Donc, et puis c'est ça. Fait que... il y a des bons effets dans ce film-là quand même. Là, à la fin, là. Fait qu'il n'y a pas rapport, là, l'espèce de Toxic Avenger. Là, ça fait très Cronenberg, là, mais je trouve qu'il n'y a pas rapport, ce bonhomme-là, cette partie-là. Mais au-delà, même si ça a mal vieilli, les effets sont quand même assez réussis. Là. Ouais, ils sont nice. Ouais. Hey, on va passer au prochain parce qu'on va. Écoute, on va manquer de temps, mais en même temps, on n'a pas de limite. Hein. On va défoncer. On va passer à Total Recall. Ouais. On a le visuel pour ça. Ceux qui nous écoutent en vidéo, petit problème technique aujourd'hui. Donc, on n'a pas tous les films en visuel, mais peu importe, on en parle pareil. Un film avec Arnold, rendez-vous manqué avec Total Recall, il est de retour 3 ans après. Il s'était promis qu'il ferait un film ensemble. Finalement, ça a été vraiment quand même assez rapide. Là. Oui, vraiment rapide. Et si je ne me trompe pas, c'est même lui qui l'a engagé. Oui, hein? Oui. Schwarzenegger a engagé Verhoeven. Exact, oui. Il était déjà établi à Hollywood. Donc, il voulait travailler avec Verhoeven. Ça a été un bon match. C'est un film qui, à l'époque, était parmi les plus dispendieux à produire, mais qui s'est fait battre automatiquement après, je pense, par Die Hard 2 ou 3. Ouais, en fait, c'était le deuxième plus gros budget après Rambo 3. Ouais, c'est ça. Fait que clairement, il s'est fait battre très la rapidement. même année, je pense. Ça n'a pas été long, mais tout ça pour dire que c'est quand même un gros budget. Et ça l'a payé, ça l'a marché 261,4 millions au box-office en 90. C'est basé sur une nouvelle de Philip K. Dick qui nous a donné Blade Runner. Les adaptations de Blade Runner, là, c'est... je connais pas les titres de ses œuvres par cœur, mais c'est un auteur de science-fiction qui a été très adapté au cinéma. Qui est à la base de plusieurs grands classiques là, exactement. Du cinéma. Donc là, cette fois-ci, c'est sur une nouvelle qui s'appelle We Can Remember It For You Wholesale, qui a finalement donné Total Recall. On a Arnold, comme je l'ai mentionné. On a Sharon Stone, qui était inconnue à l'époque. Sortait de nulle part, avait déjà fait des petits trucs ici et là, mais ce n'était pas une vedette. Michael Ironside, qu'on a name-droppé tantôt. Un autre très bon vilain. Il y a un autre face de vilain. Vraiment, qui est parfait, qui est tellement bien casté. C'est peut-être une des forces de Verhoeven, d'ailleurs, le casting. Je sais pas à quel point c'était lui qui s'en occupait pour les rôles secondaire, là, mais vraiment, là, non, tout à fait. Ironside, c'est super. Et Ronnie Cox aussi, qui est de retour aussi, un autre méchant là-dedans, un rôle similaire en plus. Rapidement, le synopsis, ça se passe en 2084. On a la Mars est colonisée par une agence de Vilos Kohagen, qui est comme le nom du méchant. On a le personnage de Douglas Quaid, qui est Arnold, qui est qui est montré comme étant un travailleur un peu comme tout le monde, mais il est quand même Arnold, ultra shapé. C'est quand même Arnold qui est genre qui fait le marteau-piqueur, là, qui travaille dans la construction. C'est pas tout à fait le everyday people qu'on s'attendrait, mais... Non. Puis, au départ, je pense dans la nouvelle là, de mémoire, je pense que c'était genre un comptable. Ils l'ont adapté un peu. C'est clair que tu peux pas mettre Arnold comptable. Personne ne va y croire. Non. Et il y a une compagnie qui s'appelle Recall. Et tu vas là-dedans et tu peux te faire implanter des souvenirs de Mars ou de plein d'autres endroits, je pense. Hein?
t'as comme des souvenirs de voyage sans avoir voyagé, c'est moins dispendieux, puis ça va plus vite. Tu te rappelles de ça. Et lui va se rendre là, et est très intrigué. Il va se faire implanter justement un voyage, mais il peut choisir le rôle qu'il va avoir, donc une espèce d'espion. Il a le choix, il choisit espion. Oui, il a le choix. Ouais. Mais ça tourne mal en plein milieu de l'opération du transfert de la puce dans le cerveau. Ça chire et c'est comme si... c'est un film qui est très ambigu, hein, mais c'est comme si il était vraiment un espion pour vrai. Exact. Ça joue sur cette ligne-là dans le sens... Tout le long du film... À partir du moment où est-ce qu'il y a l'implant dans sa tête, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que ça a fonctionné? Exact. Est-ce qu'il est vraiment un espion qui se fait poursuivre par les méchants de Mars? C'est ça, parce que dès qu'il y a l'implant, il se réveille dans un taxi. Ouais. Puis là, il arrive chez eux. Puis là, boum, ça commence. Sa femme, ce qu'il pensait être sa femme, commence à tirer dessus. Donc là, il est vraiment un espion. Là. Fait que là, on ne sait plus. Tu passes le film au complet à essayer de démêler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis au final, ça finit. Puis t'as aucune idée. On sait pas plus. Non, on sait pas plus. Puis Verhoeven le dit, là, il sait pas non plus. Il change d'idée à chaque fois. Puis c'est ça qui est le fun, peut-être, dans ce film-là. Là, je sais que je pense que t'as moins peut-être trippé que moi, là, mais... j'ai quand même aimé ça. J'ai vu 2 fois celle-là. C'est très divertissant. C'est un bon divertissant. Il y a des choses qui... Un peu plus en surface que... je pense pas qu'il y a tant de deuxième niveau, là. Tu sais, là, on va dire, c'est une belle critique de la colonisation, puis mais il va l'avoir fait mieux plus tard. Ouais, exact. Donc, non, c'est ça, c'est un bon... ça m'a fait rire parce que maintenant, il se fait offrir une pilule rouge. Oui. Mais ça, c'est une bonne scène, d'ailleurs. C'est tellement un mindfuck tout le long, puis cette scène-là est encore plus mindfuck parce que il y a quelqu'un qui se présente comme étant quelqu'un de l'agence Recall qui dit « Hey, tout ce temps, c'est juste une fabulation, on n'est pas dans la vraie vie, fais-moi confiance, prends cette pilule. » Si tu prends la pilule, tu vas revenir à la réalité. Ah oui, mais ça, c'est intéressant. J'aimais ça, vraiment. Ben, moi, je me suis noté, c'est la scène clé. C'est la meilleure scène du film, je crois, là, parce que justement, c'est un pivot. Là. Je pense que c'est la scène que Verhoeven, quand il l'a lu, il a fait OK, clairement, ouais, c'est ça. Ben, c'est une scène qui n'est pas dans l'œuvre de Dick. Là. C'est vraiment les scénaristes qui ont ajouté ça. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que ça diffère vraiment de la nouvelle. Visuellement, il est beau. Tu sais, il a vieilli, évidemment. Puis c'est un film qui est comme sur la transition. Ben, c'est ça, je me suis noté. Vas-y. Je veux dire, le CGI commençait, il y en a un peu. C'était pas la norme, mais ça s'en venait là. Et il y a encore des maquettes qui étaient tendance à s'en aller. Fait qu'il y a un mix des deux. Vraiment, l'évolution est arrivée pendant ce film-là. On les voyait tantôt à l'écran. Les maquettes de Mars sont incroyables, sont super belles. Mais effectivement, c'est clairement un des derniers films de ce genre-là, d'espèce d'effet maquillage là, plus... réel, si on veut. On est 2-3 ans avant Jurassic Park. Mais encore là, les effets sont cool. La tête qui sauve quand il se déguise en femme, là, puis c'est quand même super cool. Bon, on a des espèces de marionnettes. Arnold, quand les bandes ouvrent, c'est pas sa vraie face. C'est vraiment réussi. Et tous les différents martiens qui sont toutes défigurés. Le Quato, qui est l'espèce mais pas mutant, là, ben, on pourrait dire ça, qui sort du ventre de l'autre, qui est genre... Comme une Cronenberg. Cronenberg. Ça faisait penser à Yoda aussi. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Ben, là, j'ai oublié de le dire tantôt, mais Cronenberg, il avait abandonné La Mouche pour faire ce film-là. Ah, c'est ça. Puis là, comme il a laissé faire ça, finalement, il tentait plus, etc. Fait qu'il a refait La Mouche, qui a bien à donner aux deux, finalement, parce que autant La Mouche, autant Total Recall, c'est 2 des grands films de ces 2 réalisateurs-là respectifs. Oui, tout à fait. Puis les scénaristes, c'est un tandem de scénaristes pour ça. Puis c'est eux, ils voulaient le faire plus tôt, là, dans les années 80, cette adaptation-là, mais la technologie n'était pas rendue. Exact. Ils voyaient que c'était pas possible de le faire comme ils voulaient. Ils ont décidé de faire Alien. Et là, ils ont fini par le faire, celui-là, mais ils ont fait c'est ça leur filmographie. Toutes les Aliens puis Total Recall. Ces 2 gars-là. C'est quand même une... C'est huge. Là. C'est ça. On parlait de sexe ou de nudité dans l'œuvre de Verhoeven. C'est peut-être son moins... sexuel. Son moins sexuel. Il y a une scène au début là, avec Sharon Stone. Ouais. Je trouvais ça drôle parce que je me suis dit, bon, mettons que je suis Verhoeven, comment je m'imagine la sexualité dans 150 ans? 2084. Ouais. Évidemment, une femme qui a 3 seins. C'est comme, ben oui, c'est sûr. Là, tout le monde va avoir 3 seins. Ben oui. Là.
Mais c'est ça, tu sais, comme. Puis la seule vraie scène de nudité, finalement, c'est quand ils sont derrière. Là, ils passent derrière un scan, ils sont tenus en squelette. C'est peut-être ça, la seule scène de nudité, mais bref. Ouais, ça, c'est cool, ça. Puis dans le film, la fin est souvent spoilée. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Ben, tu sais pas, mais c'est foreshadowing. On en parle, mais ça se passe pour vrai. Mais c'est un film qu'on a déjà un peu spoilé certaines scènes clés, mais ça reste qu'il faut le voir. C'est tellement visuel, un pacing très rapide. Quand même. Il se passe 100 000 affaires, les effets spéciaux, faut le voir. C'est pas gâché de connaître certains éléments parce que dès le début, on te dit comment ça va finir pas mal. Ouais, c'est ça. Puis dans la scène qu'on parlait tantôt de la pilule rouge, puis le gars qui arrive pour lui dire, genre, prends la pilule, ben, il raconte exactement, si tu prends pas la pilule, il va se passer ça. Puis finalement, c'est exactement ça qui se passe. Donc, c'est quand même drôle. Puis la fin est le fun parce que c'est une fin qui est ouverte dans le sens où ça finit, c'est un fondu au blanc. C'est vrai, ouais. Donc, tu sais, c'est peut-être un petit côté genre, c'est un rêve, c'est un fondu au noir. Donc, fondu au blanc, finalement, on n'a aucune idée. Ça évoque quelque chose d'autre. Ouais, exact. Non, ça fait que ce côté-là est le fun. Puis, non, les visages qui éclatent sur Mars aussi, avec le manque de. Ouais, l'effet est le fun. C'est les yeux qui sortent de leur orbite, etc. C'est bien, mais quand tu sais que 2 ans plus tard, tu as Jurassic Park avec des effets incroyables, tu te dis, OK, ouais, c'est. Ça, c'est moins intéressant soudainement. Mais quand même, ils ont fait avec les moyens, puis ils ont réussi quand même à impressionner. On va passer à Basic Instinct. En 1992, je vais mettre le poster, voilà. Yes. Voilà. On revient dans un thriller, thriller érotique. On a un peu parlé tantôt de Fourth Man, qui était comme un peu un prélude à ce film-là, indirectement, avec Sharon Stone qui est de retour maintenant. En fait, Sharon Stone, dans ce film-là, c'est pas mal la femme fatale, iconique des années 90. Oui, même au-delà de ça, je pense que est dur à battre. Elle est dure à battre. Ouais. Oui. Michael Douglas. On a aussi Gene Triplehorn. Les autres un peu moins connus, mais je vais te laisser. C'est moi qui en parle. Moi qui en parle. C'est un scénario de Joe Esteraz. Esteraz. Oui, c'est ça. Astérix. Esteraz. Celui qui nous a donné Flashdance. Exact. Et c'est lui qui va signer aussi Showgirls juste après qu'on va parler. 3 films pareil. Même affaire. Donc, le synopsis, c'est suite à un meurtre violent. Il y a une ancienne rockstar qui est tuée avec un pic à glace pendant des ébats sexuels torrides. Le film ouvre là-dessus. Et on a notre personnage principal, Michael Douglas, qui joue Nick Currant, un détective chargé de l'affaire. Et les premiers soupçons vont sur la copine de la victime, qui est une autrice qui a fait paraître quelques années auparavant un roman qui décrit exactement cette scène de meurtre dans son livre, mais est-ce qu'elle serait aussi stupide pour déjà en fait faire ce qu'elle a écrit, tu sais? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui n'aurait pas fait un copycat un peu, un fan du roman? On ne sait pas. Elle qui est justement une femme fatale, mais qui utilise beaucoup son charme, son charisme pour jouer dans la tête du détective aussi. Elle travaille sur un autre roman pendant que le film se passe et c'est sur l'histoire d'un détective qui va tomber en amour avec la mauvaise femme et va se faire assassiner. Donc ça, c'est le roman sur lequel elle travaille pendant qu'elle rencontre le détective qui est Michael Douglas. Tout le long du film, Verhoeven essaie de te faire croire que c'est pas elle qui est la tueuse. Tu essaies de te mettre un doute en tête. Puis la scène d'ouverture, la scène de sexe, c'est quand même... On voit jamais sa face. On voit, ça... Même shape, la silhouette lui ressemble. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Moi, je dirais, pour vrai, ils viennent de faire le sexe. Test d'ADN. À un moment donné, ils font le test. Il y a plein de sperme partout. Il y a plein de t'es sûr qu'il y a des fluides. Il était rendu là? Oui, j'ai fait mes recherches. Et dans le milieu des années 80, c'était déjà en vigueur. Donc, je viens de finir le film en 15 secondes. Ben, je pense que, tu sais, on va pas trop rentrer dans les spoilers du film, mais ça reste que c'est un des pires détectives du cinéma. Ah, oui. Ça a coke. Il y a eu une affaire où est-ce qu'il a tué du monde par erreur. Bref, non, il l'a pas, là. Non, il l'a pas l'échappe un peu, là. Il se fait mener du bout du nez par Sharon Stone. Qui mène tous les hommes. En fait, ça va revenir chez Verhoeven. Il y a une femme au centre du film, là, qui est super forte. Et les hommes tout autour sont
complètement sous son charme. Sont sous son charme, sont faibles, sont incapables pas de prendre des décisions, mais sont incapables de rivaliser avec la femme. Donc, non, souvent, Verhoeven va se faire accuser de sexisme carrément, là, puis même de misogynie, mais je sais pas si c'est l'inverse. Là, je parle de mon point de vue d'homme, je sais pas, là, mais... Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est récurrent qu'il y a des femmes fortes, puis je pense que c'est vraiment mal interprété. Je pense que cette critique-là vient peut-être plus des scènes de nudité ou exact, avec des... Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnages de prostituées, des trucs comme ça. Une des critiques de ce film-là, c'est, bon, of course, la femme, parce que Sharon Stone aussi, elle a une relation homosexuelle avec... oui, c'est vrai. Donc, elle est bisexuelle. Donc, of course, la bisexuelle, genre, elle est considérée comme une tueuse, puis bon. Ça nous amène quand même rapidement à la scène culte du film, si on pourrait même pas dire le plan culte. Mais le plan qui peut-être fait partie des records, c'est dur de répertorier ça, mais considéré comme étant le plan qui a été le plus souvent mis sur pause à l'ère du VHS. J'imagine que les gens louaient la VHS et c'était un peu scratché. C'est clair. Le ruban quand il arrivait à cette scène-là. Là où Sharon Stone décroise les jambes et elle n'a rien sous sa jupe. Quand même audacieux. Je pense que c'est un espèce de malentendu aussi. Sharon Stone, selon sa version, disait que ça n'allait pas être montré, qu'on n'allait pas voir alors qu'on voit. En fait, elle, je pense qu'elle prétend que Verhoeven lui a demandé d'enlever sa culotte parce que ça faisait un reflet dans la caméra ou peu importe. Là. Quelque chose comme ça. Là, donc, tu sais, bon. Verhoeven dit qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Bon, tu sais. Ils sont quand même en bon terme. Puis je pense qu'elle en rit aujourd'hui. Là. C'est ça. Ça pour dire que c'est pas à cause de ce plan-là, mais la scène est écœurante. C'est ça. On pense à ce 2 secondes-là de croisage de jambes, mais cette scène-là... Une des meilleures de son cinéma. J'allais vraiment dire c'est probablement sa meilleure scène de toute sa filmographie, dans le sens où elle est tellement en contrôle, là. Elle dégage une confiance puis une maîtrise de la situation. Pour vous dire, c'est un interrogatoire à plusieurs policiers. Là. Je ne sais pas à quel point c'est fréquent, mais c'est comme 4-5 hommes qui l'interrogent, elle, alors qu'elle te revire ça et c'est elle qui finit par interroger les policiers. C'est ça. Puis elle est placée sur une chaise. Elle est un petit peu surélevée par rapport au gars. Elle est dans la lumière. Les policiers sont dans l'ombre. C'est vraiment réussi. Puis comme elle s'assoit, elle s'allume une cigarette. Vous pouvez pas fumer ici. Qu'est-ce que tu vas faire? M'arrêter? C'est déjà puis là, c'est elle qui pose les questions. Puis là, elle cible Michael Douglas. Puis là, genre, t'as-tu déjà couché avec une femme sur la coke, Nick? Genre, comme, tabarnouche, OK, là, c'est... Puis ils sont déconcertés. Puis le montage, le découpage de cette scène-là, t'as vraiment des travelling, t'as des zoom-in qui arrivent, t'es hors focus, ils rentrent dans le focus. Plusieurs échelles de plans, c'est chirurgical et c'est beau, la lumière, le bleu. C'est clairement pas une salle d'interrogatoire, là, on s'entend. Je sais pas c'est où qui ont filmé ça. Là. Habituellement, c'est une table, deux chaises. Puis là, ils sont comme à 8 mètres les uns des autres. Là. C'est ça. Mais non, c'est ça. Puis c'est le fun parce que cette scène-là va revenir dans le film. Mais là, c'est Michael Douglas qui se fait interroger. Donc c'est... Qui agit un peu comme elle, un peu, parce qu'on dirait qu'il est influencé. Parce que lui, il était là dans le premier interrogatoire. Donc c'est le fun d'un petit rappel comme ça. On a nommé Hitchcock au début du podcast. C'est assez fréquent. C'est clairement une inspiration, là, je pense, pour ce film-là. Là. Vertigo nous vient en tête, là, ce film-là. Exact. Puis, tu sais, Verhoeven, il dit dans notre revue que c'est peut-être un film que Hitchcock aurait fait s'il avait été encore en vie, mais je sais pas à quel point. Peut-être pas. Là, je pense pas que c'était aussi sexuel, là, dit Hitchcock. Là. Peut-être que 30 ans plus tard, là, ou plus, à peu près 30 ans plus tard. Là. Mais bref, on est à San Francisco, on est en Californie, on est la blonde femme fatale mystérieuse qui rappelle peut-être Kim Novak un peu, ou peu importe. T'as une bande son, la musique super bonne là-dedans. Est super bonne, est très Hitchcockienne, justement, est sirupeuse un peu. Il y a un bon... c'est ça, il y a une romance, un mystère. Donc, il y a quelques plans qui sont en spirale aussi, que je m'étais noté. Là. Il y a même une shot du haut des escaliers. Oui, exact. Elle n'est pas en vertigo avec l'effet. Non, exact. Mais quand il monte pour se rendre... à l'ascenseur, là, à l'hôtel, là, je pense qu'on voit je pense qu'il tourne les escaliers. Et ce meurtre-là dans l'ascenseur,
Puis j'avais pas catché, mais je l'ai réécouté juste avant de m'en venir sur YouTube. C'est la main de Psycho, littéralement avec le ice pick, avec le pic à glace, littéralement. Donc, non, c'est ça. Il y a des petites références parce que c'est un grand cinéphile, Verhoeven. Oui, il est très influencé par Truffaut, aussi, la Nouvelle Vague. Ses premiers films, mettons Turkish Delight, c'était quand même très Nouvelle Vague. Là, il y avait, mais bref, c'est ça. Fait que Hitchcock, ça reste sa référence. C'est son réalisateur fétiche, si on veut. Celui de bien du monde, mais c'est vrai que dans celui-là, même autant qu'il est capable de s'éloigner de ses influences puis faire son propre cinéma, là, c'est là qu'il se rapproche le plus. Là. Ben, il fait son propre cinéma parce que, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais j'ai quand même le feeling que c'est peut-être un peu une satire, ce film-là, dans le sens où il se moque peut-être un peu du genre thriller. Ouais, c'est tellement intense. On parle d'over the top. Là, c'est genre... Là, c'est pas over the top dans la violence nécessairement, parce qu'il y en a, mais c'est over the top juste dans les dialogues. C'est tellement avec la musique, les visages qui... songeur. Ouais, c'est ça. Non, mais, bref, ça m'a fait réfléchir à peut-être qu'ils se moquent finalement. Peut-être, hein? Je sais pas. La scène, quand ils sont en voiture puis ils s'en vont vers l'interrogatoire, elle est derrière, elle fume, elle est comme « What's your new book about? » Et là, elle répond, là. Ouais. Puis tu parles de voiture, la scène de poursuite, là, est vraiment bonne. Vraiment cool. Sur le bord de l'eau, là, c'est une très mauvaise filature, là, on s'entend là, quand on parle de un mauvais policier. Là. Il a su à 3 mètres, puis peut-être plus que 3 mètres, là, mais bref, c'était pas subtil là, mais... non, c'est vraiment... Il y a un bon suspect, il y a un bon... tu vois pas qui est dans la voiture, ben, ça fait partie de l'intrigue, mais ça ajoute aussi que tu es poursuivi par une voiture, comme un objet. C'est ça. Puis il y a un bon jeu de chat et de souris là, dans le film. C'est un bon... Non, ça, c'est... Plein d'affaires qu'on pourrait dire. On pourrait parler du V-neck aussi. C'est ça qui m'a marqué le plus. Là. Ben, ça a marqué du monde pour vous situer, si jamais vous ne l'avez pas vu. Il y a une scène dans un rave, on pourrait dire. Ouais, un nightclub. Nightclub, parce que ça fait tout à fait avec le personnage de Sharon Stone. Mais ça fait moins un peu avec Michael Douglas il y a comme 50 ans. Ça marche pas. Ben, surtout, il pourrait y aller comme dans l'ordre de ses fonctions, mais là, il est comme en V-neck. Peut-être qu'il essaie de c'est peut-être parodique, je sais pas. Ça fait vraiment... Comme il se sent rajeuni, bref. C'est très risible. Non, c'est ça. Mais en fait, en voyant cette scène-là, je me suis dit, c'est-tu vraiment le meilleur casting? On parlait de casting, mais Michael Douglas, il est peut-être vieux un peu pour ce rôle-là. Je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. En même temps, c'est comme peut-être son film le plus emblématique. Ouais, final, exact. Non, c'est ça. Puis The Game, là, mettons. Là, même pas. Là, non, tout à fait, t'as raison. Mais tu sais, on parlait de Vertigo, mais Jimmy Stewart était vieux aussi. Vertigo. C'est vrai, absolument. Peut-être volontaire aussi. Peut-être. C'est peut-être plus accepté à l'époque, je sais pas. Ouais, je sais pas. On parle de Showgirl. Hey, là, on a les images. Mais non, attends. J'ai pas mis de nudité parce que je veux pas qu'on se fasse flaguer sur YouTube. Je me suis dit, j'allais te demander comment t'as fait pour trouver, je sais pas, ton loop, il dure combien de temps, là? Il dure 5 minutes. Je sais pas comment t'as fait pour trouver 5 minutes où est-ce qu'il n'y a pas de sein dans ce film-là. Pas mal de ça. Exact. Pour un film de 2h15, là. Je me suis noté comme étant peut-être le film qui est le plus pornographique dans les films non pornographiques. Ouais, vraiment. Puis c'est comme, je préparais le podcast, puis j'avais jamais vu le film. J'ai quand même vraiment aimé ça, là. Je peux comprendre les critiques de l'époque, mais je comprends aussi que tout le following que le film a eu dans les dernières années. Puis là, je préparais le podcast, puis ma blonde qui disait « Ah ouais, c'est Showgirls, OK, c'est quoi? » Là, je disais « c'est un film, ça se passe à Las Vegas, peu importe. » Puis là, elle voulait voir de quoi ça avait l'air le film. Et j'ai dit « Ben, c'est critiqué pour être un film presque pornographique, mais je te jure, c'est pas juste ça. » Fait que là, j'ouvre le film, je clique n'importe où dans le film, des seins. Ah oui. Là, je clique, OK, 20 minutes plus loin, encore des seins. Encore plus loin. Peu importe ce que je cliquais sur le film, il y avait des boules, il y avait la scène de sexe dans la piscine. Là. Oui. C'est incroyable cette scène-là. Ben, vas-y pour le synopsis. Oui. 1995 avec Elizabeth Berkley. Elle a eu une carrière après, mais ça lui a fait mal quand même, ce film-là. Kyle MacLachlan, que moi j'aime beaucoup pour Twin Peaks. Pour son toupette. Son toupette pour Dune, mais là-dedans, il fit au bout. Et Gina Gershon, qui fait je vais vous expliquer le scénario, qui est signé par le même gars de Basic Instinct, Joe Exteraz. C'est l'histoire de Naomi Malone qui arrive à Las Vegas un peu... c'est un scénario comme
classique qu'on a vu souvent, qui reprend beaucoup de patterns. Donc, elle veut être danseuse dans des grands hôtels, les shows, être une showgirl, qui est vraiment un terme, là, vraiment. Des danseuses topless, mais dans des casinos là, de luxe. Là. Voilà, elle, par contre, elle commence dans une espèce de club de danseuses là, qui s'appelle le Topless Cheetah. Elle commence au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Elle se fait snobber pas mal parce qu'elle rencontre un peu par hasard une costumière de ces grands spectacles-là. Donc, elle va dans les coulisses. Et la grande vedette, c'est le personnage de Crystal Connors, qui est la star, la tête d'affiche du spectacle et du magazine Topless. C'est vraiment au top of the top. Et elle se fait un peu, je sais pas, lever le nez par cette femme-là. Mais la grande star, Crystal, dont je vous parle, va quand même aller voir le show dans le club de danseuses de notre personnage principal, accompagné de son copain, qui est joué par Kyle MacLachlan, qui est le directeur des divertissements de l'hôtel. Et ils vont quand même... ils vont la recruter, ils vont lui donner une chance, ils vont la faire auditionner. Elle va rentrer dans le spectacle et là, va vouloir monter les échelons. Comme on a dit, ça revient un peu souvent. Là, on commence dans le bas de l'échelle, on monte au top. C'est littéralement presque un conte de fées, là, dans le sens où comme, on pourrait faire des liens avec, je suis sûr, des films de Disney, mettons, où est-ce qu'on commence, peu importe, ou elle devient comme une princesse, peu importe, là, mais c'est pas ça qui se passe, mais elle devient une goddess, en fait. C'est ça, c'est le show. C'est le show. Mais vraiment trash, là. Dans le fond, ça se passe à Las Vegas. C'est vraiment une critique du milieu, là, du milieu du show. Du showbiz en général, Oui, exact. Et de Las Vegas, surtout. Puis vraiment, tous les coups sont permis, là, littéralement. Là, tout le monde est méchant là-dedans. Il n'y a personne qui est gentil. La seule qui est gentille, c'est la costumière. C'est son amie, puis elle se fait punir à la fin. Elle se fait ramasser. Là. Elle se fait ramasser. Fait que non, c'est je peux comprendre là, les critiques. Là, au-delà de la nudité, c'est un film qui peut faire mal à regarder. Là. Oui. C'est sûr que Hollywood n'a pas aimé ça. Ça faire mettre son miroir d'en face. C'est ça. Ouais. Fait que non, c'est... mais tu sais, Naomi Malone, Elizabeth Berkley, là, c'est une femme pleine de bonne volonté. On parle de femme fatale, de femme forte. Ben, pour moi, c'est un excellent exemple parce que dans un milieu complètement machiste, complètement méchant, vraiment violent, c'est un cruel. Et elle fait son bonhomme de chemin, elle monte les échelons, puis elle se tient droite. Elle suit les règles. Exact, puis elle refuse de faire des compromis, dans le sens où elle se fait offrir des petites avances sexuelles, ou elle se fait... elle refuse pratiquement tout. Là, donc, je trouvais ça intéressant de voir, là, justement... à quel point elle se tient droite, puis elle fait les choses à sa manière, puis finalement, ça sourit, puis elle réussit à monter dans les échelons. Oui, vraiment. C'est un film qui est quand même imparfait, là, on va se le dire, là, que moi, j'ai apprécié. Je pense qu'on l'a aimé de façon égale. On l'apprécie, on voit la critique qui est vraiment... qui va pas de main morte, là. Mais c'est sûr que dans les dialogues, dans le casting, dans l'acting, exact, là, c'est ça qui est so-so, qui est risible. Kyle MacLachlan, il a vraiment pas aimé le film quand il a vu le résultat. Alors que qu'il est sorti de la première. Là, ça, c'est une rumeur. Ça a l'air qu'il aurait dit non, je suis pas sorti, mais pendant 2 heures, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait là. Puis, si tu parlais d'Elizabeth Berkley, qui ça lui a nui, elle joue tellement intense dans ce film-là. Ouais. On l'a réduit peut-être à ce rôle-là. Là, on sait pas. Mauvaise, non, c'est ça. C'est clairement pas l'étendue de son... Mais non. Là, elle joue une fille qui est nue 100% du temps. Non, c'est ça. Fait que là, ça l'a comme... Puis Verhoeven s'en veut. Là. C'est ça. Je lisais une entrevue où est-ce qu'il disait justement comme... J'ai détruit sa carrière, ce fille-là. Elle a travaillé, mais elle n'a pas fait des gros rôles. Non, il y a quand même des films connus qu'elle a fait, mais c'est des films que j'avais vus, je savais même pas qu'elle était dedans. Là. Ça vous montre un peu. Mais tu sais, c'est quand même ironique parce que il se fait traiter de pervers, Verhoeven, en faisant ce film-là. C'est quand même ironique qu'il quitte les Pays-Bas, puis là, comme 10 ans plus tard, il se fait traiter là. C'est la loupe de sa carrière. C'est comme un cercle. C'est un 10 ans qu'après ça, il faut qu'il se renouvelle. Sinon, il fait trop de mal. Il fait trop de peine à du monde. Là, non, c'est ça. C'est un film qui a gagné 6 Razzies. Ouais. Pire film, pire actrice, pire couple à l'écran, même si c'est pas vraiment de couple, mais c'est mentionné comme n'importe
à tous les moments qu'il y a 2 personnes, c'est pire. Ouais. Pire réalisateur, pire scénario, pire révélation dans le cas d'Elizabeth Berkley. Ouais. Mais Verhoeven est allé chercher son prix. Ouais, c'est un des premiers, je pense, à l'avoir fait. Le premier, oui. Wow. Donc, je sais pas s'il y a un bon sens de l'humour, il y a beaucoup d'autodérision. Je pense qu'il savait le film qu'il venait de faire, même s'il le défend. Il savait ça, on parlait, il fait pas de compromis, il a fait ce qu'il voulait faire. Ah ouais, puis visuellement, les couleurs sont incroyables. Ouais, exact. C'est un film, le pace du film, il s'arrête jamais. Même pour 2h15, tu t'ennuies pas, je pense, avec ce film-là. Pas vraiment. Tout à fait d'accord. Ouais. Comme un show de Vegas, finalement. C'est littéral. Il voulait recréer ça, je pense. Là. En mettre plein la vue. Ouais, c'est exactement ça qui se passe. Il a fait. C'est un film qui est raté 18 ans et plus. Ouais. Et lui, il a accepté de perdre 70% de son salaire pour que ça soit raté là, NC-17. Parce que, justement, il voulait aller au bout. Fait qu'il a dit, je sais que ça va m'ouvrir moins de portes là, de le mettre 18 ans et plus. Il y a moins de gens qui vont pouvoir le voir. Ça va être moins publicisé, peu importe. Mais je veux le faire comme ça, sinon je le fais pas. Puis il a été vraiment moins payé. Il touchait moins de recettes. Mais de toute façon, ça a été ça n'a pas marché. Fait qu'il n'y a pas eu grand recette au film. Mais ça, c'est tout à son honneur quand même. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, de toute façon, je pense qu'il roulait peut-être pas sur l'or, mais ses films précédents, là, ils l'ont aidé. Je pense pas que ça ait fait trop mal. Là. Tout à fait. On va poursuivre avec Starship Troopers, qui est 1997. Je vais te laisser poursuivre, mate. Film de mon enfance. Yeah. Moi, c'est probablement le film pour lequel... la raison pourquoi j'ai choisi Verhoeven. Nice. Ça a été vraiment un film marquant dans ma jeune vie là, de cinéphile, si on veut. Là. Donc, ça se passe encore, film de science-fiction. On est au 23e siècle, donc on est quand même assez avancé dans le temps. La planète Terre est sous la gouverne d'un gouvernement mondial qu'on appelle la Fédération. Donc, on est tous sous la même bannière, si on veut, sur le même pays. On va suivre, ça commence comme un espèce de film d'ado un peu là, qui sont à l'école avec une game de football. Là, donc, on suit un groupe de jeunes, principalement Johnny Rico, qui est joué par Casper Van Dien, et qui décide finalement de s'enrôler dans l'armée. Lui et son groupe d'amis, là, parce qu'ils veulent devenir citoyens. Et c'est ce qu'on explique au début, c'est que pour être un membre de la société, pour être un citoyen, faut servir son pays. Donc, d'où l'idée de s'enrôler dans l'armée. Pendant son training militaire, une guerre est déclarée entre les êtres humains et les arachnides, qui est un peuple d'araignées vivant dans une galaxie lointaine. Gigantesque. Ouais, exact. Et donc, on va suivre l'ascension de ce Johnny Rico-là, qui commence comme un fantassin, donc dans l'infanterie, et de sa copine, donc Carmen Ibanez, qui, elle, va se lancer plus dans le pilote. De gros vaisseaux. De gros vaisseaux. Donc c'est leur formation militaire jusqu'à... Puis là, ils vont aller au front, ils vont voir tout le monde... Moi, c'est mon préféré. Ouais, moi aussi. Je ne l'avais jamais vu avant il y a 2-3 ans. Pour mon plus grand plaisir. Je l'ai vu. Toi, tu l'as vu au cinéma récemment? Oui, j'étais allé... c'était présenté par le Ciné-Club. Je pense que c'est ce Ciné-Club de Montréal ou le Film Society. C'était au cinéma du musée. Donc, une vieille copie 35 mm. Là, c'était... Ça devait être cool. Ouais, vraiment cool. Les 25 ans du film. Oui, exactement. C'est ça. Pile 25 ans, là, 97. Donc, non, vraiment une belle expérience de voir. Parce que c'est quand même un film à grand déploiement, là, dans le sens où il y a de l'action en masse, les effets spéciaux sont super. Ils sont cool. Donc, de le voir sur grand écran, là, vraiment, ça a été super impressionnant. Je suis jaloux, j'ai pas pu y aller, mais je t'ai pas invité non plus, là, ça aide pas. Je voulais te faire une surprise. Mais ouais, c'est un film qui est très drôle. Ouais. Ils sont plus drôles, mais qui en même temps autant d'action. Puis c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Je l'aime beaucoup parce que la critique sociale a été évidente. Comme un Robocop là, qui est écrit par le même auteur. Là. Ouais. C'est Edward Neumeyer. Je ne l'avais pas nommé pour Robocop, mais effectivement, c'est le qui n'a pas écrit grand-chose à part ces deux films-là. Là, okay. Ben, c'est ça qui est cool. Parce que en tout cas, ça paraît. Mais ça me touche plus, celui-là. Il est hilarant, il y a beaucoup de couches. C'est encore une fois les médias, la manière qu'ils sont traités. Il y a des pubs. La satire est vraiment plus
palpable ou vraiment plus évidente dans ce film-là que, mettons, dans un Robocop, je pense. Là. Ouais. Je pense que c'est clair que ça rit de bien des affaires. En fait, c'est basé sur un livre qui est un grand classique de la science-fiction, un livre dans les années du même nom, là, Starship Troopers, et qui est un livre littéralement d'extrême droite, dans le fond, qui valorise une cité, un gouvernement militaire, si on veut, dans le sens... Le fascisme. Oui, exact. Puis là, c'est comme si Verhoeven s'imagine à quoi ressemblerait une planète Terre dans 200 ans ou quelques, si le fascisme, mettons, puis là, on peut faire un lien avec l'occupation nazie dans son enfance, si, mettons, les nazis avaient gagné, à quoi ça pourrait peut-être ressembler? Ouais. Et ça revient souvent parce que, tu sais, bon, il y a Neil Patrick Harris, qui à Manon, on le voit carrément, il est littéralement habillé comme Hitler, là, comme un SS ou comme, littéralement comme un habit nazi. La scène d'ouverture du film... ou est-ce que c'est comme une genre de pub, où est-ce qu'on dit genre enrôlez-vous, là, l'espèce de message de ça? Ben, c'est plan par plan une copie de Triomphe de la volonté d'une scène de Leni Riefenstahl. Ouais, j'ai lu qu'il s'est inspiré. Donc, tu sais, c'est. Puis là, il sort le film, les critiques voient pas du tout la satire, puis il lui dit hey, t'es un fasciste? Genre, c'est quoi ton problème? Puis comme pour moi, tu sais, comme j'ai grandi avec ce film-là, je sais pas, là, mais ça me paraît tellement évident. C'est une évidence. Là. C'est comme il a fait au moins 10 films, là, plus que ça. Vous avez pas compris encore, genre, que ce gars-là, il se moque de tout, genre. Tellement. Il y a plein d'affaires qui sont intéressantes là-dedans. Juste le casting, là, les trois jeunes, là, qui sont dans les standards hollywoodiens, là, parfait, là, tu sais, d'extrême beauté. Ben, c'est ça, je me suis noté, moi, c'est comme si on pourrait renommer le film Ken et Barbie partent en guerre, là, tu sais, c'est littéralement ça, presque. Johnny Rico, c'est genre je sais pas, la bouche, le visage le plus droit d'Hollywood, je sais pas, mais c'est un bon casting quand même. Denise Richards, je pense. Denise Richards, exact, je l'avais pas nommé, qui était peut-être pas tant connue. Je pense qu'elle avait auditionné pour Showgirls aussi. Bonne chose pour elle qu'elle n'ait pas été choisie, mais bref. Même si elle n'a pas une grande carrière. Non, c'est Michael Ironside qui revient, qui joue le professeur du début, mais c'est aussi un vétéran. Un vétéran de l'armée là, qui va revenir, qui est incroyable dans ce rôle-là. Le camp d'entraînement où c'est ultra violent avec le fameux call. Médic! C'est juste de caller quand quelqu'un meurt. Là. OK, un médic va s'en occuper. Mais. Puis, c'est quelque chose qui est vraiment cool quand même. Puis que. C'est la parité homme-femme là-dedans. Tu sais, t'as nommé le personnage de Denise Richards qui conduit justement un des plus gros vaisseaux, qui est sous les commandes d'une autre femme aussi. Donc, hommes-femmes font les mêmes rôles, sont traités égales, ils prennent leur douche ensemble. C'est ça, les vestiaires sont mixtes. C'est pas adressé, c'est juste de même. Non, c'est ça, c'est juste de même. Ça, c'est cool quand même. Ouais, vraiment. Puis c'était la même chose dans Robocop, puis le vestiaire des policiers était mixte aussi. Je sais pas si c'était un message que Verhoeven envoie, mais bref, pour lui, c'est juste logique. Là. Ouais, non, tout à fait. C'est très cool. Puis, tu sais, les scènes ultra intenses sur la planète avec les arachnides, là, il y en a des millions, ça explose, ça splash, ils ont de la glu, ils ont du sang, mais c'est plein de couleurs. J'ai noté, j'étais allé faire les recherches, 883 000 morts dans le film. Il y a du monde à l'heure qui calcule ça, mais bref, presque 1 million de morts, là, c'est quand même... c'est quand même incroyable, mais j'avais une citation, on parlait de la scène du vestiaire et de la nudité. J'avais une citation de Verhoeven direct, là, c'est, francisé, on l'a mis en français, là. Les Américains acceptent moins de voir la nudité que de l'ultra-violence. Je n'ai jamais vu de scène de sexe dans un film américain qui ne soit pas totalement ennuyante. Une paire de seins est plus difficile à faire passer au censeur qu'un corps criblé de balles. Ce qui est quand même... probablement vrai. Puis, tu sais, on n'a pas parlé pour Showgirls, mais c'est quand même hypocrite que ce film-là est floppé, mais que les ventes de VHS puis de location de VHS est rattrapé littéralement le budget du film. C'est devenu un peu culte, on n'a pas mentionné, mais un peu comme les Rocky Horror Picture Show, là, des visionnements nocturnes. Donc, c'est comme si, moi, je vais pas voir ce film-là, mais finalement, je vais le louer parce qu'il y a des scènes, là, je vais regarder ça en cachette. Là, mais tu sais, c'est un peu... C'est comme si Verhoeven, il va se moquer de l'Amérique au complet. Là. Tous ses travers.
Justement, c'est un bon exemple aussi d'un film qui nous présente des vilains du début à la fin, mais ils sont pas présentés de même. Ils sont ultra charismatiques. Ouais. C'est nos héros, des 3 jeunes qui sont amis, qui s'enrôlent, puis on les suit, puis oh mon Dieu, OK, la relation amoureuse à distance, c'est pas facile, Mais crime, c'est des fascistes, là. Ouais, vraiment, puis... On s'entend que c'est l'humain qui est l'agresseur, tu sais, on parle d'un univers fasciste, donc on veut dominer le monde, on veut au-delà de notre galaxie, on veut aller dominer, tu sais, il n'y a pas de fin là, à ça, là, donc on va aller dominer nos traces. Il y a des arachnides, on va les attaquer. Fait que là, plutôt que de collaborer, ils sont intelligents, j'imagine, ces bébites-là. Ben, clairement, parce qu'ils organisent, pas ils organisent, mais ouais, c'est ça. À la fin, il y a plus de détails qu'on pourrait dire, qu'on s'en retient. Il n'y a pas plus américain qui a dominé le monde, de vouloir. Bref. Ça me ferait aussi quand Johnny Rico, il se fait punir parce qu'il a causé la mort d'un de ses collègues par coup de fouet. Exact. Comme le Chris, là. Je sais pas, là, il est vraiment attaché. Ça vient du livre duquel Verhoeven a adapté le film. Comme si l'auteur, lui, croit à ça, là, littéralement. Là, Verhoeven, lui, il s'en moque. Là. Ah ouais, c'est ça. Fait que non, ça n'a pas été écrit avec un deuxième... le livre, pas du tout. Là. Ah ouais, OK, c'est vraiment... Si bien que Verhoeven, il dit ouvertement, j'ai pas fini le livre. Là. Fait que c'est comme, il adapte un livre en film. Ouais. Il lit même pas le livre au complet. Genre, il a demandé à son scénariste, résume-moi le livre. On va faire ça. Là, mais non, il y en a eu assez. Là, pour lui, c'est comme d'avoir vécu sous les bombes, comme on disait. Bon, clairement, comme ça vient toucher une corde sensible, c'est évident. Là. Mais non, c'est ça. Fait que, je savais pas catché que le livre était vraiment. Ouais. Mais tu l'as nommé, mais c'est comme, à ce point-là. Ah, wow. C'est ça qui fait. J'avais noté là, que ça fait la promotion du militarisme, du fascisme, etc. Mais ça reste un classique. Le livre reste un classique du sci-fi. Il y a beaucoup d'idées dans le livre. C'est inventif. Ouais, c'est ça qui vont revenir aussi dans d'autres œuvres. D'autres œuvres de sci-fi, je pense à l'espèce d'exosquelette, l'armure qu'ils portent, etc. Dans le livre, surtout, peut-être moins dans le film, mais ça va revenir beaucoup là, dans plusieurs films. Donc, il y a beaucoup d'idées du livre que Verhoeven a gardé, mais il les a vraiment tournées. Les effets sont vraiment cool. On a parlé de sa période comme Total Recall, etc., où est-ce que c'était vraiment comme... maquette. C'était maquette, c'était pas du tout numérique. Là, on est vraiment dans le numérique. C'est Phil Tippett qui est qui a travaillé sur Star Wars, qui a travaillé sur Jurassic Park, qui est une sommité. Verhoeven dit que, je sais pas à quel point c'est vrai, mais il dit que le générique de fin de Starship Troopers, c'est un des plus longs de l'histoire parce qu'il y a tellement de monde qui a travaillé sur les effets spéciaux. Bon, il dit bien des affaires. Ouais, c'est ça. Ça a dû être battu par après. Ouais, c'est ça, c'est clair. Puis c'était clairement pas je sais pas. C'est encore beau à voir. Là. C'est vraiment impressionnant. Ouais, ça a pas pris une ride. Là. Pour 25 ans, là, ça a vraiment pas... ça a super bien vieilli. Je sais pas à quel point... je sais pas c'est quoi les raisons pourquoi le film n'a pas été si bien accueilli. Je sais pas si ça a pris comme le 11 septembre 2001 puis comme un réveil collectif. Ouais, je sais pas, pour comprendre que c'est peut-être une satire finalement, c'est peut-être de l'ironie, de l'hyperbole qu'ils utilisent. Fait que non, puis comme ce film-là a été réhabilité quand même là, dans le sens où il a été vraiment mieux apprécié par après, mais quand même reçu une nomination aux Oscars. Oui, pour les effets. Pour les effets, oui, exact. Ouais. Perdu devant Titanic. Quelle surprise. Il n'y avait pas grand chance, ouais. En même temps, les effets dans Titanic, je me souviens pas, je sais pas. C'est souvent l'effet juste du bateau. J'avoue. Il y a un bateau là-dedans. Oui, c'est ça l'histoire. Je le résumerai une autre fois. On va. Ben là, écoute, c'est sa période. Ben non, il n'a pas fini sa période. Non, c'est pas terminé. Il est encore aux États-Unis, mais il va faire son dernier film américain en 2000 qui s'appelle Hollow Man. Qui est avec Kevin Bacon, Elizabeth Shue, Josh Brolin, un homme, un scientifique là, qui veut essayer de développer l'invisibilité. Donc, il l'a déjà fait avec des animaux, puis là, il le fait sur lui-même, devient invisible et ça vient avec un voyeurisme, quelque chose de malsain aussi, là, de profiter de cet avantage-là. Exact. C'est vendu comme un film d'horreur, c'est une adaptation aussi. Inspiré. Là, c'est pas exactement...
c'est de l'œuvre de H.G. Wells, là, mais c'est ça part de ce principe-là, mais c'est pas exactement... c'est pas une adaptation telle quelle. Exact, non, c'est ça. Et bon, ça a été un flop. Ça a été un flop. C'est mauvais, là. La fin est trop mauvaise. C'est ça. Ça commence bien. L'idée est vraiment bonne. Tu sais, en fait, puis j'imagine que c'est ça qui s'est passé. C'est que je pense que Verhoeven n'avait peut-être pas le contrôle sur ce film-là. Là. Je pense que comme je lisais qu'il voulait, il venait de faire un film super sexuel, Showgirls. Il a fait un film quand même super violent, Starship Troopers. Et il dit, OK, je vais faire un bon divertissement. Je vais comme me laisser aller. Finalement, c'est quand même violent, là, mais je pense qu'il a raté son coup là-dessus. Là, puis il s'en cache pas d'ailleurs. Pas qu'il renie le film, là, mais tu sais, comme. Mais presque. Moi, il l'aime pas tant que ça. Là. Non, c'est ça. C'est ce qui l'a fait quitter les États-Unis parce que, bon, c'est ça. Pour ce qu'on vient de dire, là, le manque de liberté, là, je ne pense pas qu'on va s'étaler tant que ça sur le film. Vas-y. Il y a juste une petite chose intéressante sur ce film-là, c'est que l'idée de Verhoeven, au départ, c'est comme. Tu sais, n'importe qui devient invisible là, va devenir immoral. Tu sais, dans le sens où. Tu me donnes l'invisibilité, puis comme il n'y a personne qui peut savoir je suis qui, là. C'est sûr qu'après un certain temps, je vais faire des conneries. Là. Tu vas tirer ça à ton avantage. C'est là, ça avait vraiment trash. Là, la scène de viol, moi, c'est la scène de viol. On est insensible un peu, là, malheureusement, mais elle m'a vraiment fait de quoi, celle-là. J'ai trouvé ça tellement malsain. Là. Ce personnage-là, c'est un bon vilain, là, mais il est... comme tu me l'as mentionné il y a plusieurs semaines quand j'écoutais le film, mais c'est ça, c'est le vilain qui est notre personnage principal. Il n'y en a pas eu beaucoup dans son cinéma. Non, effectivement. Là. Puis il y a quand même quelque chose de le fun. Les effets sont bien, là, vraiment. Là. Vraiment. Il y a quelque chose de le fun de. Bon, ça vire en slasher, là, la deuxième moitié qui est moyenne, mais la seule chose qui est vraiment intéressante dans cette deuxième moitié-là, c'est que le tueur, tu le vois pas. Ça, c'est quand même intéressant. Puis les seuls moments où est-ce que tu le vois, c'est soit quand il est dans fumée, quand il est recouvert de sang, quand il y a de l'eau sur lui. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a un bon suspense de OK, il est où? Là, non, c'est intéressant. Ça aurait pu aller plus loin. C'était comme un petit peu un rendez-vous manqué là, de créer une espèce d'horreur huis clos par son prix là, dans cette base scientifique-là. Ils l'ont tourné en ordre chronologique. Ils ont tourné les scènes chronologiquement parce qu'ils ont tellement détruit le set. À la fin, c'est tout pété. Oui, c'est ça. Fait que ils pouvaient pas refaire ça, mais bon, une autre nomination aux Oscars pour effets spéciaux. Puis j'avais une autre note. Pourquoi c'est un mauvais film? Deux choses. Je sais pas si tu sais où est-ce que je m'en vais. Vas-y. OK, la scène de l'ascenseur. C'est ça, j'allais dire. OK, excellent. Donc, ça c'est incroyable. C'est drôle. C'est ça, c'est une comédie. Et Josh Brolin qui est gelé dans le congélateur. Qui, je sais pas si t'en souviens, là, il perd full de sang, ils sont dans le congélateur, il fait genre moins 50. Là. Il trouve un moyen de sortir. Il revient. Ouais, puis là, comme à un moment donné, il réapparaît. Top shape. Ouais, top shape. Puis, genre, 10 minutes avant, on l'a vu, il y avait de la glace dans la moustache. Là, OK. C'est vrai. Alors, il quitte les États-Unis, mais paraît-il qu'il a toujours habité. Il habite encore aux États-Unis. Oui, exact. Il habite toujours à LA. Il n'a jamais quitté physiquement, mais il s'est mis à faire du cinéma à l'extérieur en Europe. Là, c'est suivi un gap de 6 ans entre 2000 et 2006, le plus gros gap de sa carrière. Ouais. Il arrive avec Black Book. Évidemment, c'est les titres américains là, qu'on vous nomme parce que c'est en néerlandais. Tout le film, il revient dans sa langue et son pays natal pour reprendre un peu, c'est pas la même histoire, mais dans la même époque là, que la Deuxième Guerre mondiale, qui a déjà abordé avec Soldier of Orange. Là, par contre, on suit une femme qui est une chanteuse et qui va infiltrer justement l'occupation. C'est vraiment... Qui est dans la résistance, qui va essayer de charmer un officier nazi en particulier, justement pour obtenir de l'information, pour faire libérer des otages ou des prisonniers, dans le fond. Là, donc, moi, je suggère ce film-là fortement. Vraiment. Dans ses noms américains, là, très accessible. On parle de 2006, c'est récent, c'est super beau. C'est 2h25, il n'y a pas de temps mort. Je pense que c'est dans son top 5. Là, ah ouais. Ouais, vraiment. Puis en fait, à la base, si je ne me trompe pas, cette histoire-là devait être dans Soldier of Orange. Okay. Donc, c'était une partie de l'intrigue, mais là, il trouvait ça... En plus, Soldier of Orange est quand même lourd. Il y a quand même beaucoup
beaucoup de personnages principaux, etc. Donc, ils ont juste pris... Puis ça veut dire que Black Book, ça faisait 30 ans qu'il y avait l'idée. Ah, ils ont travaillé beaucoup de gros travail avec son scénariste que j'ai mentionné plus tôt dans l'épisode, le gros travail de documentarisation pendant toutes ces années-là, in and out, là, pour y arriver. C'est... Non, vraiment. Puis, on en parle à chaque fois qu'on écoute un film de ce genre-là, surtout un film de guerre, mettons. Là, c'est le fun de voir du monde qui parle leur vraie langue. Là. Ah oui. Je fais tout le temps ce commentaire-là. Là. Oui, tout à fait. Si t'es aux Pays-Bas, parle le néerlandais, là, parle pas anglais. Là. Y a-tu d'autres langues? L'allemand, il y a beaucoup de... il y en a pas mal. Là, fait que, moi, pour moi, ça ajoute à l'immersion dans ce monde-là de la guerre. Là. Plus grand budget pour un film néerlandais. C'était sûrement lui qui avait... Peut-être pas lui qui avait le record, là, mais... qui était absent pendant un bout. Mais ça paraît. Ouais, vraiment. Non, puis c'est aussi comme on a fait le même commentaire pour Soldier of Orange, mais c'est littéralement un film hollywoodien, ou en tout cas, il y a autant de revirements que dans n'importe quel bon blockbuster américain. À chaque 5 minutes, il se passe quelque chose. Même pour un film de 2h30, là, vraiment là, à écouter. C'est un peu comme Inglourious Basterds, sans Tarantino, sans l'humour, sans la touche Tarantino, mais il y a quelque chose qui est similaire dans l'histoire, évidemment, là, mais dans le traitement visuel, c'est super beau, écœurant. Un autre 6 ans passe, on est en 2012, il sort Tricked, qui est un film concept. T'appelles ça un film? Oui, c'est ça. Il y a une prémisse qui a été écrite par une scénariste. Ils ont filmé cette prémisse-là et ils ont laissé participer les internautes. On est en 2012, à l'ère d'Internet, c'est très facile. Fait il a copié Bob Morin avec le journal d'un coopérant qui est sorti, je pense, 3 ans avant. 3 ans avant. Copieur. Non, mais Morin, c'était plus c'était pas la même chose, Mais oui, il y a un peu de ça. Non, il considère comme son 14e film et demi, parce que c'est ça. C'est peut-être pas un film complet. Oui, là, mais du fait du concept que c'est... il filmait, et après ça, il prenait les scénarios, les idées, il filmait un autre bout. Après ça, c'était tout back and forth entre la pré-production et le tournage. Des sections de 4 minutes là, qui filmaient. Ça fonctionne pas vraiment. Là, puis il dit lui-même, le but, c'était de faire participer le public qui soumettait des scénarios, mais ils en ont tellement reçu. Puis Verhoeven dit, il y avait un espèce de making-of puis il dit, j'aimais pas vraiment ce qu'on me soumettait. Au final, il a écrit 70% du film alors qu'il devait en écrire 0%. C'est ça. Fait que ça revient à, il fait pas de compromis, il aime ça avoir la liberté totale de ces choses. Fait que de se faire imposer quelque chose, ça va comme c'est contradictoire avec c'était son idée, sa méthode. Le problème de financement aussi, là, fait que c'était comme une manière de regarde, on va faire de quoi à plus petit budget. Ça faisait très télévisuel. Ça fait très soap. Ensuite, Elle, en 2000... on va en passer tous les films. Écoute. Il va y avoir du montage. Peut-être pas. Le film Elle, E-L-L-E, en 2016, avec Isabelle Huppert, film français. Il est retourné à Cannes pour la 2e fois depuis Basic Instinct avec ce film-là. Isabelle Huppert qui a eu une nomination aux Oscars, quand même rare aussi pour un film étranger. Vraiment. Elle est incroyable, comme d'habitude. Elle joue un rôle taillé pour elle. Tout à fait. J'ai l'impression que c'est un film de Haneke, mais je dis ça juste à cause d'Isabelle Huppert, qui est un peu mon lien là-dedans, mais aussi l'histoire. Mais il y a quand même... c'est revenu souvent là, dans mes recherches. Il y a quand même du lien entre Verhoeven et Haneke. Quand il est pas tu trop le connais plus que moi, là, je le connais pas tant, mais... quand il est plus dans l'intime. Exactement. Elle, c'est un bon exemple. Tout à fait. Thriller, quand même, vraiment. Thriller érotique, avec une bonne twist, c'est pas ça s'en va pas où ce que tu penses. Vraiment. C'est pour ça qu'on va en dire le moins possible. Mais... Bon, on peut... Non, on n'en dit rien que ça? Non, vas-y. Non, mais en fait... Pas sur l'histoire. Pas sur la fin, je veux dire. Non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est l'histoire d'une femme d'affaires à la tête d'une boîte de jeux vidéo qui, dès le début du film, se fait violer par un homme masqué. Chez elle. Donc, quand même assez troublant. Et le reste du film, c'est même pas. Elle essaie un peu de savoir c'est qui, là, ça va être révélé plus tard, mais
C'est vraiment plus elle qui, bon, a fait semblant de rien presque, là, vit sa vie. Elle est de glace, elle est comme une femme solide, là, ça n'a pas rapport. Elle n'alerte pas les policiers, en fait. Non, elle décide d'en faire son propre combat. Tu sais, exact. Donc, et on va s'arrêter là. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Au départ, je pense que ça avait été une idée de Verhoeven de le faire aux États-Unis, ce film-là. Donc, c'était pas du tout l'idée de le faire en France. C'était pas son idée principale. J'ai une liste d'actrices qui ont été considérées. Marion Cotillard. Okay. Sharon Stone. Bon. Nicole Kidman. Diane Lane. Ah oui? Caris Van Houten, qui est l'actrice de Black Book. Julianne Moore. Bref, tu sais, ça a pu... Mais c'est très européen comme film, quand même. Là. Oui. Mais tu sais, là, Isabelle Huppert, là, qui est là-dedans, la mi-soixantaine, oui, 63, 64. Tu sais, ça avait été Marion Cotillard, c'est pas le même film. Là. Non, vraiment pas. Mais oui, ça marche au bout de même, tel quel. Ça marche super bien. Puis, en fait, le nom d'Isabelle Huppert était lié au film là, depuis au livre, en fait. C'est parce que c'est adapté d'un livre. Là, donc, elle voulait vraiment faire ça. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a un jumelage entre les deux. Puis là, Verhoeven a réappris le français pour faire le film parce qu'il voulait parler en français dans le... Il connaissait un peu avant le français? Il avait appris le français pendant son enfance. Ouais. OK. C'est ça qu'il m'a dit. C'est ça comme si je connaissais. Il se débrouillait, tu penses? Ouais, ben j'imagine. J'ai pris des cours de français, mais bref, bon. OK, cool. Ouais. Mais vraiment, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Ah non, ben moi, j'ai vu. C'est ça. Ben, c'est toi qui m'en avais parlé. En fait, j'avais écouté il y a quelques mois, puis vraiment, là, super bon. Vraiment. Et son dernier, à ce jour, toujours actif, on le rappelle, Benedetta en 2021, qu'on a un peu mentionné en début d'épisode. Il l'a coécrit, un des rares films qui a vraiment participé là, avec un scénariste, non pas une adaptation. On est dans la religion à côté, là, c'est peut-être le thème qui est sur le top, là, mais évidemment, la sexualité n'est pas très loin. Oui, effectivement. Parce que c'est pas mal sur ces deux pôles-là que ça joue. On est au 17e siècle. Dans une espèce d'une église couvent là, avec des religieuses en Italie. Une femme qui est une religieuse qui a des visions sexuelles, qui est un peu démonisée. Oui, exact. Puis elle va se lier, pas d'amitié, mais en fait, il va y avoir une liaison pas mal sexuelle, amoureuse presque, là, avec une autre sœur. Et bon, ça va chirer assez solide. Quand ça commence à chirer, là, le film est écœurant. C'est écœurant. Moi, tu l'as vraiment... J'ai vraiment aimé. Moi, le début, là, j'ai de la misère. J'ai eu de la misère. Là, je croyais pas là, comme à leur début de relation, mais une fois que ça part, là, tu regardes plus en arrière, puis c'est une ride. Là. Ben, c'est une de ses meilleures réalisations. Vraiment, ouais. C'est comme vraiment le set design, le décor, c'est incroyable. Super beau. Ouais, vraiment, c'est tellement maîtrisé comme film. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Oui, puis ça le représente tellement. Son ADN est dans ce film-là. Évidemment, c'est pas Robocop, c'est pas la même chose. On est ailleurs, mais tous les éléments sont là quand même dans sa recette classique. Puis il n'y a pas de compromis. Puis même s'il a passé 80 ans quand il l'a fait, ça reste que c'est pas vieux jeu, c'est ultra dynamique, jeune comme film. Ouais, c'est ça, c'est dynamique, c'est super réussi. Là. Ah ouais, vraiment, mais tu sais, écoutez pas ça avec vos enfants ou avec vos parents. Là, non, vraiment pas. On voit pas mal d'affaires, mais il y a des bons effets, c'est vraiment cool. Ouais, super. Puis dans le fond, c'est adapté d'un livre là, qui est sorti dans les années 80, puis dès les années 80, il y avait un intérêt pour faire cette histoire-là au cinéma, mais ça coïncidait avec son entrée son arrivée en Amérique, fait que ça a comme été mis sur la glace. Puis j'admire ça dans un sens où c'est intéressant de voir que j'ai pensé à ce film-là, mais je le laisse là, puis comme 30 ans plus tard, je vais le ressortir puis je vais le faire. Tu sais, c'est vraiment... Je m'attendais pas qu'un film sur la religion allait m'interpeller autant. Ça m'intéressait pas du tout. Non, moi non plus. Puis, tu sais, il y a vraiment des affaires super, vraiment réussies là, quand elle a des visions, puis elle prend la voix, là, une espèce de voix grave. Une voix diabolique, là. Moi puis ma blonde, à chaque jour, on se crie cette voix-là. Puis là, dès que quelqu'un dit, on dit « Blasphème! » Puis là, ma blonde l'a mieux que moi, je m'excuse, mais elle va être fâchée sur mon imitation. Là, mais... c'est cool, c'est réussi.
réussi, c'est ça, je parlais parce qu'il n'y a pas tant d'effets. Mais non, c'est ça. Mais même, comme la voix est assez modifiée pour que tu dises c'est-tu vraiment une vision ou c'est elle qui change? Tu sais, je sais pas. Ouais. C'est elle qui change ta voix ou c'est. Non, vraiment, c'est un excellent film. Très bon film. Écoute, ça nous amène à maintenant la fin, pas la fin, mais je veux dire, c'est la fin de l'épisode, mais la suite, plutôt. Oui. On ne sait pas exactement. On sait qu'il y a des projets sur la glace. Il y a Young Sinner, qui est un film. Le titre, je pense qu'il est juste sorti. Je sais pas scénariste aussi, Edouard Numia. Ah bon, Robocop et Starship. Ouais. Donc, on a l'impression que ça va être une satire américaine. Ça parle de sénateurs à Washington. OK. Ah, tu vois, j'avais pas lu, j'aurais pensé Sinner, j'aurais pensé Religion. Oui, non, c'est super intéressant. Ouais. Ça peut être vraiment intéressant. Il y en a un autre que j'ai traduit moi-même sur Google parce qu'en néerlandais, ça donne les secrets d'un bon mariage. Ça ne sera peut-être pas ça le titre francophone officiel. Mais... Non, moi je m'attends à ce que ce soit ça. Est-ce que ces projets... Il est vieillissant, on se cachera pas. 83, là... Vas-tu faire les deux? Peut-être 84, ouais, c'est ça. Tu sais, s'il sort un film aux 2-3 ans... c'est fou, hein? En tout cas, on le souhaite quand même. Oui, vraiment. Il a prouvé avec ses derniers films qu'il y a encore du jus. C'est comme un Scorsese. Il est pas tuable. Non, c'est ça. Scorsese avec pas mal le même âge, puis qui a fait un Wolf of Wall Street ultra dynamique, pervers et tout, il n'y a pas si longtemps. Exact. Ça m'impressionne, moi, ça. Ouais. Donc, longue vie à Verhoeven. Merci de me l'avoir... de m'avoir donné la chance de le connaître parce que je serais peut-être pas allé de moi-même en profondeur et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. T'avais refusé mon premier choix de Gabriel Pelletier, là, fait que... on va faire Carmina. Ça serait le fun. Dans un épisode court, peut-être. Oui, c'est ça. Mais non, merci d'avoir embarqué. C'est vraiment cool. Puis même moi, ça m'a fait plaisir de découvrir son œuvre et de redécouvrir ce que je connaissais déjà. Yes, fait que là-dessus, on mange un petit Turkish Delight. Exactement.